Il y a des façons de faire au gouvernement. C'est des gens qui manipulent le marché puis qui se le distribuent. Qu'on a approché 100 ou plus millions de dollars de collusion détectés là, dans les plus grandes villes du Québec. Fait que le crime organisé là-dedans. There are so many ways to get cash out of a business. Comment est-ce que l'intelligence artificielle est en train de changer la game? Oh là là. Simon Castonguay, jury comptable spécialiste en enquête sur la collusion, expert comptable. Honnêtement, dans ma profession, avec tout le bagage, pas juste de moi, mais des gens autour de moi, on n'est pas trop sûr comment contrer ça. Si on dépose pas 200 millions dans le compte là, on perd le deal. Fait que dis-le à personne, transfère 200 millions dans tel compte. C'est un moment marquant de ma carrière en enquête de fraude. Ça, c'était vraiment impressionnant. Puis que d'une analyse à l'autre, on voyait les mêmes noms, les mêmes compagnies, les mêmes patterns. La commission Charbonneau a suivi. Écoute, je me disais, c'est bien beau, mais j'ai pas l'impression qu'on a réglé le problème. OK. Simon est en train de me donner un roadmap de comment frauder. Moi, je te dis que la fraude parfaite existe. Là. C'est un peu arrache-cœur comme conversation, mais la loi m'empêche de négocier. Quand ça tombe, tout va très mal très vite. Le chauffeur nous disait, mettez-vous dans le banc en arrière, cachez-vous, puis si quelqu'un se met devant l'auto, je passe dessus. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui veut que j'arrête pour vous kidnapper. Fait que tout arrive là, puis on dit, check si tout est conforme. Je suis comme, il y a à peu près pas de pays, il n'y a plus rien. Le Parlement était effondré, l'aéroport fonctionnait plus. Mais t'as une job à faire. Fait que tu fais ce que tu peux. J'étais junior, puis des années plus tard, je me dis, pourquoi j'ai dit oui à ça? Là? C'est hallucinant, les mandats que tu fais dans une carrière. Dans le fond, t'es comme le coroner de la collusion. Moi, je te dis que la fraude parfaite existe. Là. Quelle est l'expérience de fraude ou de corruption, genre la plus surprenante, la plus mind-blowing dont tu as témoigné? La plus surprenante que j'ai vue. Tu sais, un truc que t'es comme, wow, faites un film avec. J'ai pas été impliqué dans la commission Charbonneau, mais j'ai joué beaucoup autour de la commission Charbonneau. Puis je vais t'avouer que l'ampleur de la patente m'a vraiment impressionné. Fait que c'est pas tant le type de fraude de la collusion, c'est pas trop compliqué. Les gens s'appellent avant de répondre à une offre de service, puis ils s'entendent sur le prix, ce qui est illégal. Assez simple comme scheme. Mais l'ampleur, puis le fait que c'est systématique pendant tellement d'années, ça, c'était vraiment impressionnant. Puis que d'une analyse à l'autre, on voyait les mêmes noms, les mêmes compagnies, les mêmes patterns, d'une ville à l'autre, d'une année à l'autre. Puis on arrivait à démontrer ça avec du data, en ayant inventé une méthode. Mais tout le parcours de ça, là, ça a été un moment marquant de ma carrière en enquête de fraude. Puis je pense qu'à ce jour, ça a été une méthodologie assez unique qu'on avait développée avec l'équipe. Je suis encore assez fier de ça, je te dirais. Ouais. All in all, là, ça a peut-être fait, écoute, quelques dizaines, peut-être qu'on a approché 100 ou plus millions de dollars de collusion détectés là, dans les plus grandes villes du Québec. C'était énorme. On oublie l'ampleur parce que ça fait, énorme. Aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 15 ans à peu près? Ah ouais, comme faut. Ça date, là. Ouais. Ah, ça fait exactement 15 ans, je m'en souviens, parce qu'il y avait la compagnie qui était en train de refaire la rue où j'habitais. Ah oui? Et puis, à un moment donné, ils ont juste arrêté. OK. Puis là, il n'y avait plus rien. Puis ça a repris avec une autre compagnie au printemps. Ouais. Ah ouais. Non. Puis là, écoute, je me souviens, aux nouvelles, tu vois l'escouade... l'UPAC qui débarquait avec des caisses de documents. Puis là, ça s'est organisé. La commission Charbonneau a suivi. Écoute, j'avais lu le rapport à l'époque, puis je me disais, c'est bien beau, mais j'ai pas l'impression qu'on a réglé le problème. OK. J'ai pas l'impression. Structurellement, il y a des choses, surtout, ça c'est mon opinion, là, mais il y a des façons de faire au gouvernement où, en investissant un peu plus dans le talent puis la responsabilisation des gens qui sont en charge de donner le travail, on s'appuierait moins sur les processus. Parce qu'à mon sens, quand tu manques de talent, tu patches avec des processus. Puis un processus, ça élimine la capacité de réfléchir. Pour un fraudeur, c'est merveilleux. Parce que si tu comprends le processus, you can game the system. Puis la collusion, c'est exactement ça. Là. J'ai eu des discussions avec des DG de ville. On me disait, écoutez, je peux vous les pointer, là, les gens qui sont corrompus autour de nous. Là. On le sait. Mais j'ai pas d'outils, j'ai pas de data, j'ai pas de preuves. Instinctivement, on le sait qu'ils sont croches, là. Ça, c'est un peu arrache-cœur comme conversation. Mais il y a un gap entre la capacité de ces gens-là à ne pas donner le contrat au plus bas soumissionnaire conforme parce qu'ils savent qu'ils sont tout croches, mais la loi les empêche d'exercer un jugement. Fait qu'on fait quoi? Puis j'ai pas l'impression qu'on a
qu'on est allé assez loin dans les solutions. On est encore pris à plusieurs égards avec le plus bas soumissionnaire conforme. Puis c'est ça la règle. Ça veut dire qu'on peut toujours s'appeler puis que c'est à mon tour d'être le plus bas. Ouais. OK, fait que genre... Puis la semaine prochaine, ça va être toi. Fait que l'exemple, c'est, par exemple, on est tous les deux, des soumissionnaires, on Ouais. fait whatever, on travaille, notre clientèle, Ouais. c'est la ville, le gouvernement, de même. Ouais. Puis comme Simon, celui-là, il est proche de chez vous. Fait que celui-là, toi, si tu cotes à 25 000 ou à 25 millions, whatever, Ouais. moi, je vais coter à 30 comme ça. On s'arrange. Comme ça, C'est mon toi tour qui de l'avoir, c'est c'est ton ça. tour. That's it. Fait que là, Ouais. le Puis prochain... la fois d'après que t'as pas, je te renvoie l'appareil. Puis là, c'est moi qui va overcoter, fait que ça va rentrer chez vous. OK. C'est ça le scheme, c'est ça la collusion. C'est des gens qui manipulent le marché puis qui se le distribuent en répartissant les prix. Puis ça ne peut fonctionner que si le processus est assez strict qui empêche le donneur d'ordre d'avoir du jugement puis de dire, écoutez, ça se tient pas, là. Tu sais, j'avais une discussion avec sans le nommer, là, un gars du procurement d'une institution d'enseignement public québécoise il y a une vingtaine d'années. Puis je faisais un mandat d'audit interne. C'est pas de l'enquête, là, c'était vraiment comme la revue de processus comptable, machin. Puis le gars, il me dit, moi, je viens du privé, puis j'avais fait bâtir une usine. T'sais? Fait que là, quand je reçois les appels d'offres, j'ouvre les enveloppes. Je suis au privé. Là. Fait que là, je dis, ben lui, il a des bonnes idées, c'est un petit peu plus cher. Lui, à côté, c'est le moins cher, mais je vois bien que ce qu'il m'offre, c'est pas la meilleure affaire. Fait que là, je prends le téléphone, puis je me mets à négocier. Je dis, écoute, j'ai lui à côté, il est tel prix, t'es-tu capable de faire ça? Puis lui, il y a tel matériau, tu peux-tu trouver ça? Fait qu'à la fin, j'ai le meilleur deal au meilleur prix. Ouais. Je dis, là, je suis au gouvernement. Ma job s'arrête quand je rouvre l'enveloppe. J'ai pas le droit de les appeler. Puis je le sais que ce que je signe, c'est pas bon. Mais la loi m'empêche de négocier. Puis c'est ça mon talent. Il n'a pas eu ce job-là longtemps. Il est parti parce qu'il était hors de lui. J'allais dire, à vrai dire, avant de creuser là-dessus, Simon Castonguay. Oui. Backtrackons un peu. Écoute, qu'est-ce que la collusion, fraude, corruption? Mais je pense que la collusion serait le meilleur mot pour ça. C'est la collusion. C'est quoi la version la plus simple pour expliquer la collusion, bien que tu l'as fait un peu? Ouais. Et qu'est-ce qui te qualifie pour en parler? Ah, mon Dieu. Écoute, je suis Simon Castonguay, comptable agréé de mon État, CPA, surspécialisé en jury comptabilité. Donc, je suis EJC, expert en jury comptabilité, ce qui est une surspécialisation des CPA au Canada, qui est donnée à l'Université de Toronto. J'ai fait ça il y a 10 ou 12 ans. J'y enseigne. J'allais dire maintenant, j'ai gradué en 2010, ça fait 16 ans. Wow! Ouais, mon Dieu, je suis vieux. Puis depuis 10 ans, j'ai développé un cours, puis j'enseigne, dans le fond, aux cohortes de futurs jurys comptables canadiens. C'est le seul programme qui ouvre la voie à ce titre professionnel-là. Fait que j'ai fait mon parcours, dans le fond, dans les Big Four. J'ai été une dizaine d'années dans la pratique de jury comptabilité chez KPMG, pour ne pas les nommer. Puis c'est là que j'ai fait autant de l'enquête, de la détection de fraude, aussi de l'évaluation de dommages, du litige. Fait que c'est tout, dans le fond, pense à un ensemble de skills qu'il te faut pour aider un juge. Dans le fond, tu es comme le coroner de la collusion. Ben, Non, mais dans ce contexte-là, la jury comptabilité. Oui, c'est de l'enquête privée. Là. C'est vraiment... Puis à l'époque, j'avais ma carte. Là, Aimerais-tu mieux James Bond, Joe? Oh mon Dieu. Ça fait très... En fait, je dis que c'est moins dangereux, mais c'est pas vrai. J'ai fait des mandats à Haïti après le tremblement de terre de 2010, où on traversait Cité-Soleil, puis notre chauffeur nous disait mettez-vous dans le banc en arrière, cachez-vous, puis si quelqu'un se met devant l'auto, je passe dessus. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui veut que j'arrête pour vous kidnapper. J'étais junior, puis des années plus tard, je me dis pourquoi j'ai dit oui à ça, là? C'est hallucinant, les mandats que tu fais dans une carrière. Mais qu'est-ce que je faisais là? Mais c'est super enrichissant. Honnêtement, je pense que personne ne va accuser votre chauffeur d'autobus de collusion. Non, lui, il était pas dans le ski, il était super gentil. Intègre, il nous a appris un peu de créole, là, fait qu'il était vraiment, vraiment fin. Mais ça, c'était un cas de revue de conformité. Fait qu'on n'était pas en enquête, mais on aidait un organisme international qui avait donné des fonds à un paquet d'OSBL. On se souvient, là, le tremblement de terre de 2010, là, le Parlement était effondré, l'aéroport fonctionnait plus. C'était terrible. Là. J'ai des amis qui ont perdu la famille ou qui ont perdu contact. Ouais, c'est dramatique. Moment, genre. Fait que tu arrives là, puis on te dit, check si tout est conforme. Je suis comme, il n'y a à peu près pas de pays, il n'y a plus rien. Mais tu as une job à faire. Fait que tu fais ce que tu peux. Puis écoute, j'avais des discussions avec, on a audité 13 OSBL.
Puis dans chaque cas, on parlait au directeur des organismes, tu sais, puis c'était gut-wrenching. Là. J'en ai un qui me dit moi, il n'y a pas d'avenir ici. Là. Dès que je peux accumuler assez d'argent, j'envoie mes enfants se faire éduquer aux États-Unis. Il faut sortir d'ici. C'est épouvantable. Je veux dire, on a une réalité ici qui est tellement confortable. Puis ce qui est particulier, c'est que c'était pas ça le mandat que j'avais. Je n'étais pas dans l'humanitaire, j'étais vraiment dans la revue comptable de processus. Mais d'un contexte à l'autre, puis c'est peut-être ce qui est particulier en enquête puis en jury-comptabilité, c'est que l'humain est une composante importante. Parce que la fraude ou la collusion ou l'erreur, des fois, c'est pas toujours de mauvaise foi, c'est une personne qui a fait. Fait que ça m'a forcé à peut-être avoir un peu plus de, c'est bête à dire, là, mais de compassion, même s'il y a du monde que j'enquêtais, je me disais, mon dossier va finir dans les mains de la police, là, puis ça m'est arrivé une couple de fois. Tu te dis, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais le faire avec toute la compassion du monde, je vais comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils font ça. Autrement, tu ne peux pas opérer. T'sais. J'ai fait un mandat sur la Côte-Nord où j'étais avec une collègue, puis c'est souvent le cas là, quand tu fais des trucs remote comme ça, tu as un attachment point, là, quelqu'un de la compagnie qui te sort souper, qui te montre le coin, son bureau, là, il te prête la salle de conférence pour que tu travailles, puis tu épluches les documents, tout ça. Un vrai job de comptable, là. Puis on avait trouvé un cas de non-conformité à une norme internationale anti-collusion. Puis ça relevait même pas d'une intention. Là. C'était juste une erreur de comptabilisation de bonne foi. Mais les normes de cette compagnie-là étaient tellement strictes qu'on a présenté notre rapport au téléphone, au siège social, avec le gars en question, l'autre bord de la table. Puis séance tenante, son boss, au gars en question, il apprenait que sur la foi de nos findings, il était mis dehors. Mais nous, on avait passé la semaine avec. Fait que, tu sais, c'est comme... Wow. C'était... Il y a des situations où c'est particulier, là. C'est très... ouais. C'est quoi les indices qu'il y aurait peut-être de la collusion, de la fraude ou de la corruption? Genre un indice ou un scénario, tu sais, des trucs que écoute, les usual suspects, là... Tu sais, là, je vais dire ce que je disais à mes étudiants à l'Université de Toronto, mais il y a... There are so many ways to get cash out of a business. Hein. Tu peux le sortir par le procurement. Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une business dépense? Procurement, compte de dépenses, payroll. Fait que souvent, les processus autour de ça, dans une corporation, vont être là où les fraudeurs vont intervenir. Après ça, le range est extrêmement vaste. Là. Mais tu sais, un des plus impressionnants qui se complexifie avec l'intelligence artificielle s'appelle la fraude du président. Fait que jadis, il y a 10-15 ans, quand ça émergeait comme tendance, mettons que tu es contrôleur ou tu as accès au compte de banque de ta compagnie. Ouais. Moi, je suis le fraudeur. C'est une relativement grosse compagnie. Il y a assez de monde pour que ce soit un peu diffus puis que les rôles et responsabilités soient bien écartelés dans la compagnie. Moi, j'envoie un sniffer ou un quelconque bidule technologique qui fait en sorte que je comprends les flots de courriels. Okay. C'est qui ton boss. Moi, je suis le hacker. Okay. Je suis le hacker. Je suis pas l'enquêteur. Okay. Là, je suis le fraudeur dans ce cas. Un vrai, là, avec mal intentionné. OK. Mais tu vois où je m'en vais. Fait que j'envoie un widget quelconque là, qui comprend comment la compagnie fonctionne, les flots de communication, qui répond à quoi, de comment, machin. Puis après une couple de jours, semaines, mois, j'ai un bon mapping de qui a le pouvoir décisionnel sur quoi. OK. Si le CFO appelle le contrôleur puis il dit « Écoute, sors la cash », il y a normalement un processus que je vais comprendre, avec des contrôles. Ça prend quelqu'un qui dit « Oui, il faut qu'il y ait une deuxième signature. » de communication, d'approbation. Tout ça. Puis les best practices, d'habitude, sont appliqués conformément d'une business à l'autre. Là. Séparation des tâches, ça prend 2 signatures pour sortir un chèque. Tout ça, c'est généralement suivi. Sauf en cas d'urgence. Oh. Fait que là, si le CFO, quote-unquote, appelle le contrôleur et dit « Écoute, on avait un deal secret pour acheter une business en Chine. Personne ne le sait. Puis là, l'avocat de la partie qu'on va acheter nous a dit que si on ne dépose pas 200 millions dans le compte, là, on perd le deal. Fait que dis-le à personne, transfère 200 millions dans tel compte. » Tu sais? Dans le fond, ce que je te dis, c'est n'importe quoi. Puis le compte, c'est mon compte du fraudeur. Comprends-tu? Fait que ce bypass-là, pour être crédible, il faut qu'il vienne de l'adresse courriel du CFO. Fait qu'historiquement, c'était l'ancienne manière de fonctionner. Avec la montée de l'intelligence artificielle, le problème que tu as, c'est que là, tu as un deepfake. Fait que je peux faire littéralement un zoom call. Puis là, tu as ma face du CFO. Puis là, je te le dis, il faut que tu transfères 200 millions dans tel compte. Puis honnêtement,
dans ma profession, avec tout le bagage, pas juste de moi, mais des gens autour de moi, on n'est pas trop sûr comment contrer ça. Parce qu'il y a 15 ans, la solution, c'était bien, appelle ton vrai CFO, puis valide. Ouais. Là, si tu fais un Zoom call, t'es dessus, comment... C'est quoi le prochain niveau pour t'assurer que c'est la bonne personne? Ça devient vraiment difficile. Fait que l'enjeu des schemes de fraude, pour revenir à ta question, c'est que il y en a des assez simples, mais une fois que tu as compris comment sortir le cash d'entreprise, la seule limite que tu as, c'est l'imagination. Puis c'est là que la job de l'enquêteur est le fun. Parce que, tu sais, si tu regardes un film policier, puis le policier en question, il mange plus, il dort plus, il parle pas à sa femme, il est taciturne, il est pogné dans un dossier. Moi, j'ai eu des périodes où j'étais à peu près de même, là, parce que j'étais tellement... C'est ton cerveau contre le cerveau du fraudeur. Fait que là, lui, t'as une bonne idée de ce qu'il a fait, puis là, t'es comme, comment je vais le pogner? Quelle trace il a pu laisser? Okay. Comment je le prouve? Qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher? Fait que c'est très prenant. Écoute, j'ai fait ça pendant 10 ans, puis après ça, j'ai arrêté parce que, justement, c'est très, très prenant. J'ai 2 enfants, je voulais être à la maison. Fait que c'est pour ça que je l'enseigne. J'ai progressé sur ma carrière. Je suis plus en gestion de risque qu'en intervention quand il y a une fraude. Mais en même temps, j'ai commencé avec qu'est-ce qu'on voit quand tout va mal. Puis là, j'interviens avec mes clients ou qu'est-ce qu'il faut que tout soit fait pour pas que ça aille mal. Essentiellement, je suis en gouvernance. Tu es en mode prévention, gouvernance. Je suis en gouvernance en gouvernance de risque. Dans le fond, plus large que juste la fraude, mais c'est un bon point d'entrée pour avoir une vision large en même temps. Ben, ça a été mon expérience en général que quand tu as 100% de l'attention du CFO, c'est beaucoup plus simple d'avoir le mandat. C'est ça. C'est comme moi dans mon petit historique en relations publiques de même, en gestion de crise, là, c'est impressionnant. Tu parlais justement de l'urgence et de ce sentiment et de la mise de côté de certaines procédures dans le contexte. Puis ça se comprend aussi parce que... parce qu'il y a des situations qu'il faut que tu aies un bypass. Dans la vraie vie, ça arrive, ces choses-là. Là. En gestion de crise, comme une urgence financière, merger and acquisition, ça se peut. Là. Moi aussi, à un moment donné, je l'ai mis de côté parce que c'est excessivement prenant. En gestion de crise, puis l'ironie là-dedans, c'est, tu manges le stress de tout le monde. Oui, c'est super réactif. Puis incroyablement, puis tu es supposé être le calme, puis d'arriver objectivement. Ouais. Fait que tu absorbes. De même. Et il y avait un facteur légèrement insultant en gestion de crise. C'est que si tu es moindrement bon, à peu près personne qui va le savoir. Le baseline est assez haut. C'est très dur de faire des case studies moindrement utiles pour les gens quand tu... Est-ce qu'on peut faire un case study? Non. Tu peux jamais reparler de ça. Non. Puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'avais ajusté le prix en conséquence. Oui. Au même titre où, je peux te parler un peu des enquêtes, des travaux que j'ai faits, mais to a point. Parce que je suis toujours, malgré le fait que je suis plus dans cet emploi-là, je suis lié au secret professionnel par pas juste mon lien d'emploi passé, mais par mon ordre professionnel. Oui, ton code de déontologie, puis parce que je pense qu'à la base, tu es une bonne personne aussi. J'essaye, t'es fin. Écoute. One can only try. Tu sais, c'est... Personne... Même Sidney Crosby marque pas 100% des fois, là. Écoute. Mais on rate 100% des shots qu'on n'essaye pas. Oh! Là, c'est le grand philosophe Gretzky. Qui ressort, j'aime ça. Pour un gars qui n'est pas un gars de hockey, je me trouve pas pire. Si t'étais joueur de hockey. Tu adorerais le livre de Wayne Gretzky. C'est quoi? 99 Stories About the Game. Huh. C'est pas genre un flex de qui il est. Il parle juste un peu de lui. Il parle de l'histoire complète du hockey. Ah ouais? À travers 99 short stories. Je lisais ça à mes gars. OK. Y compris le... puis des fois, il emmène sa nuance, son volet, mais il le regarde parce qu'il se considère un historien du sport. Quand tu lis le livre, t'es comme, wow, il n'y a aucun argument contre ça. Là. C'est clairement ça. Fait que quand t'entends parler des gens qui veulent cancel, par exemple, changer le nom des Blackhawks, puis ils sont comme, OK, t'apprends que l'historique du nom est un hommage à un pilote qui leadait les gens qui étaient de cette origine-là. C'est un tribute à un autochtone. C'est nice. Et non un de même. Fait que, en tout respect, là, mais tu sais... Ah non, c'est fascinant comme livre. Fait que, je vais m'y mettre, m'en chercher il ne dit même pas. Genre, je pense que je lis, je peux te prêter, sûr. C'est... je suis preneur. Est-ce que... Tu sais, tu disais Zoom. Puis dans ma tête, j'étais comme... J'ai l'impression que c'est des grandes organisations procédurales, donc probablement Teams, malheureusement. Aussi. Mais est-ce que c'est surtout dans le public, dans le gouvernement, dans les grandes entreprises, ou est-ce que c'est à tous les niveaux la collusion, tu sais? Ben, la collusion et la fraude en général. La collusion, c'est un type de fraude, dans ce sens que c'est des gens qui se mettent ensemble pour se répartir des contrats. Mais toi, tu faisais juste la collusion ou en fait, la collusion, c'est deux personnes qui se mettent ensemble pour frauder. Fait que exact. Si nous deux, il faut qu'on signe pour sortir le chèque de la compagnie,
L'idée, c'est que si moi je veux frauder, toi, tu vas être le backstop pour empêcher que ça se fasse. À moins qu'on collusionne. Si on s'entend ensemble pour faire la fraude, on vient de contourner un contrôle. Donc, c'est vraiment dans la fraude, puis moins dans la corruption. Ben, la corruption, c'est un terme générique qui s'associe à la fraude, mais la collusion est un type de fraude. C'est deux personnes ou plus qui travaillent ensemble pour sortir le cash. OK, j'aime ça. Ou agir au détriment d'une corporation. Ouais. Fait qu'un peu comme HBC qui s'est fait, qui a été implosé apparemment par des actionnaires qui cherchaient apparemment à s'approprier des immeubles, de l'immobilier. Écoute, je sais pas si ça, c'est pas 100% collusion. Ça, c'est juste un coup de gouvernance que t'es comme, wow! Oh, ouais, il y a 50 nuances de gris, évidemment, là-dedans. Ouais, c'est... Parce que, tu sais, une fraude, c'est régi par le code criminel. Ça dénote une intention. Puis, comme je disais à mes étudiants, c'est pas parce que vous trouvez une anomalie que c'est nécessairement une fraude. Tant que vous n'avez pas démontré que la personne qui a fait l'erreur, quote-unquote, avait pour but d'extraire des fonds, de façon mal intentionnée, ça demeure juste une anomalie ou une erreur. Puis, je veux dire, l'humain, il fait des erreurs day in, day out. Là. C'est normal, c'est attendu, puis c'est correct. C'est pour ça que les contrôles existent pour limiter les chances que les erreurs arrivent. Dans l'univers des systèmes financiers et des systèmes comptables, il y a des meilleures pratiques pour s'assurer que les choses soient faites correctement. C'est ce qu'on appelle les contrôles internes. C'est extrêmement beige comme sujet, mais c'est ô combien important pour que les compagnies fonctionnent bien. Puis c'est quand tu bypasses un contrôle interne ou qui ne marche pas ou qui n'est pas designé pour faire ce qu'il devrait faire que tu rouvres la porte à une fraude. Parce que la théorie en fraude va dire que c'est un triangle. Oh. Ça prend une opportunité, ça prend une pression, puis la rationalisation. Fait que l'opportunité, c'est souvent parce que ton environnement de contrôle dans la compagnie, il y a des trous. OK. Fait que tu dis, hey, je pourrais faire ça, puis personne ne le verrait. Puis là, souvent, la psychologie du fraudeur, c'est de commencer avec un petit montant. Puis regarder s'il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Oh, non, je vais monter, voir ce qui se passe. Puis là, tu montes. Tu sais, pensons à Norbeau, là. Vincent Lacroix. Il y a un podcast sur le site de Radio-Canada qui retrace toute l'histoire. Je l'ai écouté récemment. Mes orteils ont replié dans mes bottines. Puis c'est un peu ça. Là. Il a commencé avec quelques petits trucs qui étaient à peu près invisibles, puis c'était toujours invisible. Puis là, il est allé chercher des amis qui étaient avec ce qui est maintenant l'AMF, qui connaissaient bien la réglementation, qui savaient comment... Les marchés financiers. Exact, qui savaient comment contourner les règles. Fait que là, il a bâti un système qui était devenu à peu près invisible parce qu'il disait personne ne le pogne. Fait que l'opportunité était là. La rationalisation, c'est vraiment la psychologie. Je le mérite. Je suis plus intelligent. Je travaille fort. J'ai travaillé 52 semaines cette année. J'ai pas pris de vacances. Même si je prends 300$ dans une petite caisse, là, je le mérite. Okay. Tu rationalises ton geste. Opportunité, rationalisation. Pression. Pression, c'est j'ai un gambling addiction. OK. J'aime les chars de luxe. Il y a quelque chose dans mon environnement qui fait en sorte que je ressens le besoin d'avoir cet argent-là que j'ai pas. Il y a une fuite dans ma gestion financière. Ça peut être ça. Je veux dire, j'ai tout mis mon argent sur les bitcoins, puis j'ai perdu 100 000$ dans le dernier mois. Il y a plein de points de pression comme ça. Mais c'est quand ces trois-là sont rencontrés que le triangle se complète, là, ça va mal. Fait que d'un point de vue corporatif, ce que tu peux faire pour te prémunir contre ça, évidemment, c'est avoir un environnement de contrôle qui réduit les opportunités. Fait qu'est-ce que tes contrôles sont bien designés, puis est-ce qu'ils font ce qu'ils devraient faire? Fait quand on regarde des contrôles dans la profession comptable, on va faire un test de design puis un test d'effectiveness. Est-ce qu'il fait ce qu'il devrait faire? OK. Parce que tu peux avoir un contrôle que tu penses qu'il fait ce qu'il devrait faire, mais il est complètement à côté de la traque. Le design est pourri. Autrement dit, est-ce que, comme disait l'autre grand philosophe, Yogi Berra, et, en théorie, il n'y a aucune différence entre la théorie et la pratique. En pratique, il y en a une. Il y en a une. Exact. C'est en plein ça. C'est en plein ça. En gros, est-ce que ça survit sur le terrain? Oui. D'ailleurs, je vais faire mes prochaines vacances en théorie, parce qu'on m'a dit qu'en théorie, tout va bien. Ah oui? Wow! C'est un super bel endroit. Fait d'une part, tu as ça. Tu as l'environnement de contrôle. Au niveau de la rationalisation, ben là, écoute, c'est des critères d'embauche. Est-ce que tu embauches les bonnes personnes? Est-ce que tu as bien cartographié? Tu sais, les tests de personnalité en RH, là, que tout le monde trouve ça un peu soft, un peu... on se demande à quoi ça sert. Ben, en partie,
d'un point de vue financier, il y a un petit peu de ça. Est-ce qu'on a affaire à un narcissique? Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui va se trouver des justifications plus faciles, où il y a un trait de personnalité qui tire un peu plus fort la couverte de son bord versus la culture de l'organisation? Fait que, mais en même temps... j'allais dire, il y a des attributs là-dedans qui fonctionnent bien dans certains rôles. Exact. Je sais plus c'est quel article que j'ai lu récemment, mais les CEO des grandes corporations américaines sont souvent des narcissiques, parce que c'est comme il y a Christian c'est ce qui fait en sorte que il y a une couple de semaines sur un des épisodes qui disait exactement ça. Là, il avait sorti, il se rappelait... un des bénéfices de Christian, c'est qu'il est capable de se rappeler de ces statistiques-là par cœur. Parmi toutes ses qualités. Ouais. Et puis, il expliquait qu'il y avait 4 grands types de narcissiques. Fait que là-dessus, ça va plus dans le détail. Donc, es-tu le narcissique... j'ai oublié les sortes, là, mais... On le rappelle. Ouais, c'est comme tout dans la vie, c'est un spectre. Oui, mais en gros, oui. Moi, ces tests-là, j'ai toujours... mon expérience avec ça est bof. J'ai pas eu toujours des expériences super constructives avec les ressources humaines, puis peut-être parce qu'ils n'étaient pas toujours bien équipés pour le faire, ou peut-être j'ai toujours soupçonné que... ça dépend... C'est utilisé pourquoi aussi. C'est ça. Moi, je t'en parle dans un cadre très fin, là, c'est-à-dire la personnalité dans le cadre du triangle de la fraude, mais il y a 10 000 autres choses que tu veux tester dans un test de personnalité pour une compagnie. Là. Mais oui, je suis d'accord avec toi qu'il faut que tu équipes les équipes qui les gèrent, puis que tu viennes les botter sur la stratégie de la... C'est un autre sujet complètement. Là, on sort de la fraude dans l'optimisation de la fonction ressources humaines, qui est aussi un sujet qui me passionne. J'en ai fait pendant 5 ans. Mais pour revenir au triangle, on a parlé des contrôles, on a parlé de la rationalisation. Après ça, c'est la pression, c'est le bout où l'employeur a à peu près pas de levier, si ce n'est que d'avoir une politique de rémunération juste et équitable. Puis là, on revient au RH. Oui. Puis encore là, ça n'a pas été mon expérience que la fraude est limitée aux gens qui ont... C'est sûr. Comment je pourrais dire, là, qui ont... peu de revenus, là, à la base. Là, Fait que c'est les deux points, ou les deux leviers, je te dirais, dans une compagnie pour réduire ton risque de fraude, c'est la force des contrôles internes, puis le tone at the top. Fait que si la direction porte des messages extrêmement purpose-driven, qui renforcent une éthique forte, ça semble très soft, mais jour après jour après jour, ça fait son œuvre. Par exemple? Dans un exemple parallèle, j'ai eu un client qui était une grande pétrolière au Texas j'étais là pendant 6 semaines, il y a une dizaine d'années. Puis eux, à chaque matin, c'est souvent le cas dans les gros industriels, là, à chaque matin, ton premier meeting du jour, puis en fait, chaque meeting du reste de ta journée, il y avait un safety moment. Fait que tout le monde prend 1 minute au début, puis fait un tour de table en parlant d'un moment lié à la sécurité. Ça peut être, quand je me suis levé ce matin, j'ai oublié de regarder les 2 côtés de la rue en traversant. Hier, j'ai eu un paper cut. Okay. Des jobs de bureau, c'est pas toujours très high profile, mais il y a aussi des cas où ça pourrait être, écoute, je suis arrivé sur le chantier, j'ai pas mon casque. Ça peut être, j'ai dit à mon collègue de mettre ses bottes à cap d'acier. Mais goutte à goutte, ça s'accumule, ces choses-là. Puis je vais t'avouer qu'après 6 semaines, j'étais en train de réfléchir en termes de safety tout le temps. Dans le fond, tu vois, fait que ça va at the top. Fait que, parce que le message vient d'en haut, s'il y avait un message du PDG, lui aussi commençait cette discussion avec « Hey, my safety moment is as follows ». Puis là, il en parlait. Fait que quand tout le monde répète le même mantra, ça finit par faire des petits. L'éthique, c'est pareil. L'éthique part du top. Tu sais, pourquoi on assiste, je pense qu'on s'en parlait quand on se préparait, toi et moi, pour aujourd'hui, pourquoi on assiste à la déliquescence générale de la démocratie dans le monde? Parce que l'apanage de la démocratie était jusqu'à maintenant les États-Unis. Le tone at the top, en ce moment, il n'est pas extraordinaire. Il semble très malléable. Fait que là, il y a comme un système de permission qui est à travers beaucoup de démocraties qu'on ne pensait pas que ça arriverait comme ça. Mais ce phénomène-là qu'on voit au niveau macro en politique, ça s'applique, l'humain est humain, là, ça s'applique dans les corporations, ça s'applique partout. Fait que dans le fond, ça a un peu ouvert la porte à... Si tu as l'impression que ton boss se donne le droit de mal agir, tu dis, pourquoi pas moi? Là, tu rationalises. On revient au triangle. Tu sais?
C'est drôle, hein? Tu parles de cet exemple-là au Texas avec la compagnie. Tout ça. Ça comme le premier que moi j'avais appris là-dessus, j'avais lu un livre, c'était le type de Alcoa. Ouais. Tu connais l'histoire un peu? Non. C'était Alcoa, tu connais, la grosse allumée. Ouais. C'est comme l'Alcan des Américains. Ouais. Et puis, ils ont changé de PDG. Puis ça allait pas super bien. La compagnie, tu changes de PDG parce que. Et puis, il a pris le temps de mijoter un peu. Puis il est revenu puis il a dit OK, je suis in. Parfait, on va te présenter à tous les actionnaires. Fait qu'ils ont fait la présentation à tous les actionnaires, l'Assemblée générale. Ouais. Et il a dit voici le nouveau PDG, puis tout le monde s'attend à ce qu'ils ont toujours bien. Bon, ben on va refaire ça les choses, puis blablabla, toutes ces généralités, là, puis ces choses comme ça. Ouais. Et lui, ce qu'il a dit, monsieur, mesdames, j'aimerais vous parler de la sécurité. Oh, wow. Il a ouvert sa première phrase en tant que ça. Et voilà. Tout le monde est comme OK. Ils sont comme à chaque année, puis il a tout sorti les statistiques. Puis lui, il s'est dit, dans le fond, c'est tellement gros comme organisation. Ouais. Puis en passant, il y a des gens qui sont partis à la course là, vite, parce qu'il n'y avait pas de cellulaire. Vite, vends tout ton stock. C'est un fou, c'est un malade, ça n'a aucun bon sens. Il n'a pas parlé de profit, il n'a pas parlé de marché, il a dit de sécurité. À chaque année, on a tant de nombre de gens qui sont blessés comme ça, puis j'aimerais que ce chiffre-là soit à 0. Fait qu'on va mettre notre focus sur ça, tout ça à 0. Puis sa logique derrière ça, c'est que c'est une affaire qu'on est tous capables de s'adresser puis de faire puis d'avoir que les gens se parlent. C'est l'affaire de tous, oui. Puis, s'il y a quelqu'un, un jour, il y a quelqu'un qui s'est fait mal, puis il a shut down l'Alcoa. Ah oui. Pour donner conscience. On va comprendre ce qui s'est passé puis comment ça se reproduira jamais. Une fois de plus, traiter de fou comme ça. Et puis, pendant son séjour, les canaux de communication qui ont été ouverts à l'interne, les façons de faire, le souci de sécurité, le standard, puis ça a juste adonné que à cause de tout ça, tout le monde se parlait plus, se connaissait plus, les voix étaient même, t'as moins de layers, t'as moins de... tu sais, c'est pyramidal, hein, une organisation. Ouais. En gros, là, c'est... ton aide de tape. C'est Herbalife, t'es comme, j'ai parlé avec mon manager, qui a parlé avec son manager, qui a choisi que c'était dans son intérêt d'en parler avec son VP. Puis t'es comme, ultimement, t'es comme, mais c'est parce qu'il y a un feu. Tu sais? Non. Puis en fait, ce que tu adresses, je parlais de ce que je fais maintenant qui est beaucoup plus en amont. Je suis plus proche de la culture de risque que de la fraude elle-même. Fait que pour revenir au tournoi de table, puis la communication, puis mettre les gens ensemble autour d'une définition commune de ce que devrait être le risque, c'est surprenant à quel point dans les organisations, même les très grosses, qui ont beaucoup de moyens, gros veut aussi dire plus de chances d'avoir des silos. Fait que tu as des équipes qui, d'une équipe à l'autre, ont leur propre conception du risque. Tu sais, j'ai une conférence il y a près d'un an, puis l'analogie que j'utilisais, c'est, tu sais, moi, ma famille, on skie depuis 4 ans. Il y a 4 ans, je ne skiais pas du tout. Les enfants voulaient skier. Ma femme et moi, on a fait, OK, on se met là-dessus. Tu sais, apprendre à skier, passer un certain âge, j'étais comme un peu plus craintif. Fait que mon appétit au risque est assez faible. Si je me rends en bas de la montagne vivant, c'est une bonne journée. Ouais, Michael Schumacher a 0 aidé, là. Mettons. Là, tu m'aides pas du tout à retourner sur mes skis. Mais bref, alors que mes enfants, eux autres, écoute, c'est instantané, ils descendent, c'est malade. Fait que là, ce que je disais aux gens, c'est si vous demandez à moi, ma femme puis mes enfants séparément, c'est quoi notre appétit au risque en ski, vous allez avoir probablement un set de réponses de moi et ma femme, puis un autre set de réponses de mes enfants. Mais si on décide de skier ensemble, on va skier ensemble. On va avoir la même vitesse en groupe. On a fait abstraction de notre appétit au risque individuel pour s'en définir un en groupe. C'est comme ça qu'on peut skier en groupe. Oui, mais il y a une différence entre appétit et tolérance, là. Absolument. Ah, mon Dieu, que j'aime ça comme question. Je vais y arriver. Puis le point que je faisais en conférence, c'était des trésoriers, des CFO, des gens qui ont un pied dans le risque. Je leur disais, tu sais, votre banque vous voit comme une organisation. Vos états financiers sont publiés comme étant un tout. Le marché vous voit comme un organisme. Si vous, à l'interne, vous avez différentes appréciations de vos risques, il faut faire abstraction de ça puis revenir à comme organisation, comment vous voulez le définir, puis comment vous voulez vous comporter. Puis le pousser dans les opérations, puis le remonter jusqu'au board, qui est à peu près le seul organisme qui représente toute l'organisation au complet, puis que ce soit cohérent. Puis ça, c'est pas facile. Parce que les organisations ont un passé, parce qu'ils ont eu plusieurs strates de leadership, il y a du monde qui viennent d'ailleurs, il y a des appréciations, il y a des a priori,
Il y a des appréhensions, il y a des mauvaises expériences, des bonnes expériences, il y a des gens qui ont des idées, qui ont vu ailleurs, qui veulent l'appliquer. Tout ça fonctionne dans une organisation, puis c'est pour ça que les entreprises vont généralement bien, parce que tout le monde veut contribuer à l'échelle de ce qu'ils ont perçu. Mais il faut aussi être capable d'en faire un peu abstraction, puis se subordonner à l'appétit au risque de l'organisation. Puis ça, c'est pas facile. Parce que tu as des processus, on revient à l'importance des processus, je suis comptable, je m'en sortirai jamais, là. D'une part, mais il y a la culture, l'historique. Il y a même la joute politique, parce que contrôler un PNL, c'est contrôler des chiffres, c'est avoir plus de pouvoir d'organisation. Fait que là, si il faut que je rapporte telle affaire à un tel, j'ai-tu moins de pouvoir par rapport à ce que je faisais? Il y a aussi de la communication à faire là-dedans. C'est pas parce qu'on se donne un cadre commun que c'est détrimental pour aucun de nous. Fait que it's a journey. Je te dirais que autant quand je faisais des enquêtes, c'était des mandats de quelques semaines, mettons. Mais là, les mandats de gestion de risque que je fais qui sont plus proches de ça, c'est longitudinal, là. Ça s'étire sur des mois, voire des années assez facilement. Mais à cause de ça, parce que on ne pourchasse pas un rapport ou un finding ou un chiffre. On bande une culture. C'est super intéressant. C'est très complexe. C'est très stimulant. J'imagine que ça doit être beaucoup des plus grosses organisations. Il faut qu'il y ait quelque chose en place, déjà pour savoir qu'on a besoin. Quand tu es bootstrap startup, t'as pas ce loisir-là. Puis d'un point de vue en sociologie, là, c'est jusqu'à 150 personnes. Oui, ça a du sens. C'est proche, t'es petit. Tu sais, quand quelqu'un dit c'est plus ce que c'était, t'es sûrement rendu à 151. Et plus, là, c'est littéralement, soit que ce soit pour des mini-villages ou des choses de la sorte. Ouais. Quand faut que tu passes de QuickBooks à SAP, pareil comme un comptable, là, quand tu changes de système comptable, c'est parce que tu as atteint un certain niveau, tu as plus de monde, tu as plus de revenus. Tu es probablement rendu à devoir déléguer, à avoir des processus. Je sais que je reviens toujours à ça. Mais quand même à ça. Business, c'est des gens qui opèrent des processus dans l'atteinte d'un but commun. Puis, alors, pour générer un profit. Puis je te mets pas en doute, mais je te... Challenge. Non. Un peu. Check ça. Vas-y. Dans le fond, tu as dit que la porte d'entrée, souvent, c'est... Ou le moyen, c'est quand tu connais les processus d'une entreprise de ce côté-là. Et puis, donc, par définition, ça te prend des processus. Tu sais, plus tu as de processus, plus tu es fraudable. D'un point de vue systémique, c'est-à-dire... parce que tu as des patterns qui peuvent être reconnus par lesquels tu peux sortir. C'est pas corrélé. Là. Écoute, j'ai vu des business qui auraient dû faire faillite, mais qui avaient un succès incroyable. Puis j'ai vu des business qui avaient un succès... qui auraient dû avoir un succès incroyable et faisaient faillite. OK. Souvent, oui, tu as les process, mais tu as les gens aussi. Ouais. Fait qu'on revient à la culture. Ouais. Mais c'est parce que là, tu n'as pas les bonnes personnes. Il n'y a aucun processus. Tu sais, la culture mange les processus pour déjeuner. Là. Ça, c'est clair. Mais en même temps, c'est parce que là, tu me dis, dans le fond, ce que... tu sais, souvent, c'est un problème de processus. Ça arrive ils sont mauvais ou sont mal adaptés, ou tu n'en as pas assez. Qui va enable ou rendre possible, par exemple, la fraude, la collusion comme ça. Ouais. Et ensuite, là, j'entends en même temps que tu me dis, donc, la solution, c'est un autre processus. Fait que, c'est le bon processus. Ah. J'ai fait un mandat pour une société publique il y a plusieurs années, puis c'était la première fois qu'on me demandait ça. La chef de l'audit interne me dit, on a trop de contrôle, il faut en enlever. Wow! D'habitude, je faisais l'inverse. Là. Ouais, tu payes un consultant, tu t'en rajoutes, pas que tu en enlèves. C'est comme les opérations qui disent on va arrêter d'être... Fait que là, on a fait un mapping complet de tous leurs contrôles. Ces deux-là visent le même objectif. On enlève un. Parce que ça aussi, il y a une boulimie de contrôle. Puis on revient au pouvoir. Again, une compagnie, c'est des gens. Les gens cherchent... Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Si tu me donnes un peu plus de leeway... puis je vais exercer un contrôle sur mon voisin ou sur mon staff, je vais exiger de voir des choses, donc mettre un processus. Je veux voir tes ventes. Au début, au trimestre, après ça au mois, après ça à la semaine. Processus plus lourd. Puis là, si ça, c'est dans ma ligne à moi, puis là, mettons, la géographie va voir la même chose. La géographie va nous faire un rapport de vente. Puis là, après ça, il y a le product qui va avoir la même affaire. Fait que là, j'ai 3 lignes hiérarchiques avec des dotted lines vers le même pauvre manager qu'il faut qu'il produise 3 types de rapports différents. Ouais. Là, tu surburden la personne de processus puis tu n'as pas appuyé la business. SAP, fait que l'équilibre doit aussi être trouvé. SAP était supposé faire ça. Mettons. Mais c'est là que je te dis, il n'y a rien qui va battre la culture et la collaboration si les process sont les bons puis tout est aligné ensemble. Fait que c'est pas l'ajout
processus nécessairement. C'est vraiment juste un genre de... Ça réfléchit. Donc, il faut que ce soit logique. C'est logique. Puis tu me parlais d'un exemple, je ne sais pas si c'est ce matin ou c'est l'autre fois, mais que tu travailles avec une organisation qui faisait un stress test de ces processus. Ouais. J'ai eu en fait, ça, on sort un peu du cadre de la fraude, là, mais j'avais un client il y a quelques années qui testait, c'était un exercice en cybersécurité, qui est un type de risque qui peut mener à de la fraude. Puis, tu sais, ce qu'il faisait, c'est, mettons là, qu'on n'a pas Internet. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux dire au bureau? Là, au bureau le siège social n'a plus Internet. On est-tu capable d'opérer la machine? Fait que ce qu'ils ont fait, ils ont évidemment... Ils sont assez gros, là. Fait qu'ils ont un business continuity plan, ils ont toutes les procédures, tous les cas de catastrophe, là. Si ça se trouve, ils ont quelque chose en cas d'alien invasion, je leur souhaite. Puis bref, ils ont activé le plan si Internet est down. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un dimanche, ils ont mis toutes les bonnes personnes au bureau, ils ont littéralement shuté down Internet, puis ils ont regardé comment les gens réagissent. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai appris ça le lendemain en ayant un café avec la chef des RH. OK. Moi, j'ai comme ça m'expliquer pourquoi l'équipe des RH était dans des exercices de cybersécurité. Je comprends pas. Elle dit, ben, les processus, c'est bien beau, mais si le monde capote puis panique, ça relève de moi, là. C'est un facteur humain. Fait qu'il faut que je comprenne, est-ce que culturellement, on a quelque chose à changer? Est-ce qu'il faut renforcer certaines formations? Y a-t-il des messages? Est-ce que c'est la communication envers les employés qu'il faut adresser? Y a-t-il des bootcamps à faire? Learning and Development, ça tombe chez nous. Fait que oui, TI, mais tout l'aftermath puis l'assessment de comment les gens réagissent au-delà des systèmes, ça tombe chez nous. Puis pour moi, ça a été une discussion qui était eye-opener. Je me suis dit, en risque... Ben oui, ils sont dormés allumés. Vraiment, en risque et en fraude, le facteur humain est probablement 80% de l'équation. Parce que, again, j'ai vu des compagnies qui auraient dû faire faillite puis qui avaient du succès parce que les gens étaient les bonnes personnes. Et l'inverse aussi, parce que c'était pas les bonnes personnes. Fait que tu reviens toujours à une business, c'est un groupe de gens qui travaillent ensemble dans l'atteinte d'un but commun. C'est ça, une compagnie. C'est la même chose dans les équipes sportives aussi. On le voit ailleurs, on le voit dans les équipes politiques, chose que tu connais un peu. Là, oui. Puis quand même. Oui. Simon, comment est-ce que l'intelligence artificielle est en train de changer la game? Oh là là. Côté fraude, collusion, tu parles de cybersécurité. C'est ça, je te parlais de deepfake pour la fraude du président, qui est déjà un des exemples qui, moi, me fait capoter. Écoute, je t'avoue que moi, j'ai mis à jour mon intelligence artificielle il y a 2 semaines. J'ai fait faire un rapport hier qui m'aurait pris probablement 1 semaine quand j'étais junior. Il l'a fait un après-midi. Qui était quand même ta force aussi, là. Je veux dire, oui, j'avais la réputation de rédiger vite et bien, mais pas comme ça, là. Ça, c'est même à la page 4? Non, mais non, je l'ai relu. Souvent à la surface, l'intro. Tout était très, très cohérent. Écoute, c'est ça que je l'ai prompté comme il faut. J'ai fait lire un livre. J'ai trouvé un PDF d'un livre qui était pertinent pour mon dossier. Puis déjà, j'avais une petite discussion avec l'IA. J'avais dit back and forth, puis il m'a proposé quelques cartes de référence, je sais pas quoi. Puis je dis, lis ce livre-là, puis fais-moi un résumé. Trouve-moi les éléments du livre qui améliorent la solution que tu viens de me donner. Et pourquoi? Intègre-la dans le rapport, produis le rapport. Il a lu le livre en 2 minutes. Ouais. 500 pages, 2 minutes. Puis 21 minutes plus tard, j'avais un rapport. C'est peut-être 80% de la réponse. C'est sûr que je vais le fine-tuner. Ouais. Mais déjà, en termes de gain de productivité, c'est hallucinant. Fait que, tu sais, il y a 2 conséquences de ça. Si moi, je peux m'en servir comme consultant, ça change la game, puis ça remet en doute. On parle de pyramide de talent, là, tu sais, dans une organisation. La strate d'en bas, là, les juniors qui commencent, là, qui rédigeront jamais aussi vite que ça, puis qui vont se faire remplacer, j'espère jamais au complet, par l'intelligence artificielle. Fallait qu'ils passent à travers. Je me souviens de mes premières années comme bébé comptable, quand j'en ai mangé des rapports, puis j'en ai grindé de l'information, puis j'en ai tiqué des factures. Si l'AI remplace ça, comment tu bâtis le funnel de talent pour générer la prochaine génération de leaders? Ouais. On a un problème. Collectivement, comme société, on a un problème. On abdique notre capacité à se forcer à réfléchir, donc à apprendre et à devenir meilleur, pour éventuellement avoir notre strate de leader. Ça, c'est un enjeu. Donc aussi... Ça, c'est quel AI, juste pour les... j'avais Claude. OK. Qui est... Claude, le produit phénoménal d'Anthropic. C'est impressionnant.
Puis c'est juste le début. Là. Dans 6 mois, on se reparlera, ça va être ailleurs. Là. En fait, si ça se trouve, ça va être 2 AI qui vont faire le podcast. C'est-à-dire, là, je suis même pas là. Attends donc. Fait que, bref, mais ta question, c'était, là, je m'égare là, sur la fraude. T'sais, ces capacités-là de déployer de l'information, d'analyser, ça veut dire que pour trouver la faille dans un système, mettons en cybersécurité, ça veut dire que pour produire une documentation, tu sais, les fameuses campagnes de phishing là, qu'on a toutes dans nos organisations, là. Il y a 15 ans, les courriels, c'était facile de détecter si c'était un courriel de phishing. Là. Tu le voyais. C'était mal écrit, les logos n'étaient pas le bon. Là, tabarnouche, c'est pas mal proche d'être l'original. Là. C'est très, très difficile de distinguer. Fait que, évidemment, l'intelligence artificielle peut faire du mass mail, peut faire de la mise en page, peut automatiser beaucoup de ces processus-là, ce qui était déjà le cas avant, mais là, c'est une question de scaling, ça va aller plus vite. C'est accessible à tout le monde. Ceux qui ne savaient pas comment frauder avant, maintenant, tu peux probablement trouver un AI qui va le faire à ta place, puis le mettre en production alors que toi, tu vas faire ton épicerie. Tu vas donner tes instructions dans une cédule. Tu me disais toi-même que tu as des tâches cédulées avec l'AI de ton bar. Ouais. Tu pourrais céduler des phishing, des fake emails qui partent. T'sais. Fait que d'une part, tu as ça. D'autre part, en détection, tu sais, c'est whack-a-mole. T'as la fraude. Okay, quand la petite là, c'est pour l'auditeur, la c'est fraude. le jeu qu'on n'a jamais réellement. Je connais personne qui a déjà vu ça, là, mais qui a des petites marmottes qui remontent. C'est ça. Tu donnes un coup de marteau sur la tête. Tu sais, l'analogie, c'est tu te bats toujours, tu trouves les meilleures solutions pour te battre contre quelque chose qui est toujours meilleur. Ouais. Les logiciels antivirus, c'est ça. Là. Ils sont toujours mis à jour, puis les virus sont de mieux en mieux. C'est ça, les fraudeurs sont de mieux en mieux. Il faut que la profession, autant la mienne que le corps policier, je veux dire, faut s'équiper pour être capable de détecter ça. Fait qu'en termes de skill set, de talent, d'outils, de technologie, il faut arriver à faire le miroir de ça pour être capable de le capturer. Ça va être ça le défi. Parce que l'incentive va être beaucoup plus massif pour le fraudeur parce qu'il y a pas mal de cash en bout de piste. Alors que les gens qui détectent la fraude, c'est souvent des pouvoirs publics qui ont des arbitrages budgétaires à faire. Est-ce que l'État va investir dans plus d'argent pour la SQ ou plus d'argent pour le CHUM? C'est la même assiette fiscale. Tu multiplie ça à l'échelle de la CIA, du FBI, c'est de l'argent public à chaque fois. Fait que ça devient très difficile de pooler ces arbitrages-là avec des intérêts privés qui poussent vers la fraude. Fait que c'est pas surprenant si, à peu près à chaque semaine dans la presse, on voit un cas. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on le voit, donc ils ont été trouvés, donc démantelés. Puis moi, on me demandait souvent, dans ma carrière de jury comptable, tu trouves toutes les fraudes? Je trouve les pas bons. Les bons fraudeurs sont probablement indétectables. Ça peut être caché loin, là. Tu sais. Ah, j'avoue. Fait qu'avec les AI, ça va juste être plus difficile de les trouver. Où je me pose un peu la question, c'est où est-ce qu'on a un gros gain pour produire, puis éventuellement, les rapports vont être meilleurs et surtout plus belles. Moi, j'ai toujours dit la plus belle. C'est qui avait dit ça? Je pense que c'était. Là, je vais inventer une citation. Là. Mais c'était peut-être. Je suis pendu à tes lèvres. C'était peut-être Mark Twain. Je vais inventer une source. C'était peut-être Mark Twain. Gandhi. Qui a dit: je suis désolé, si j'avais eu plus de temps, j'aurais écrit une lettre plus courte. C'est Hemingway. C'est Hemingway? Je voulais vous écrire une courte lettre, j'ai manqué de temps, en voici une longue. Quelque chose, je paraphrase, mais c'est ça. Tout comme Christophe Colomb qui a dit: il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur Internet. Oui, qui lui-même citait Lincoln, je crois. Oui, c'est ça. Avec la voix de Morgan Freeman. Exact, toujours. C'est la lecture, après ça, de ce rapport-là, moi, où je vois une course au désarmement intellectuel. Oui, ça, c'est dramatique. Ouais. Ce que mes enfants appellent le brain rot. Exact. Skibidi Toilet 6-7, je comprends. God. Je comprends. Puis capable. By the way, j'avais fait sur notre jeu vidéo de hockey. Ouais. J'ai fait un joueur imaginaire. Ouais. Puis, son numéro, c'est 6-7. Évidemment. Il s'appelle Skibidi Rizgat. Oh, God. Il a tous les talents du monde. Puis, c'est l'affaire la plus inclusive que tu as vue de ta vie. Le maximum autorisé par le jeu, c'est 6 pieds 10. T'as tous les attributs. Il est 6 pieds 10 d'origine, on va appeler ça afro-américaine, mais aussi asiatique, mais non genré. Mais le slapshot là-dessus. Puis ce que j'ai essayé d'expliquer à mes gars, une fois qu'on a arrêté de rire, ça a pris des mois. Parce que ce que j'ai essayé d'expliquer à mes gars, là, c'est que, parce que Steve Jobs fait que l'inclusion dans sa version pervertie. Puis totalement parenthèse dans la discussion. Mais j'ai dit, gars, tu sais, la meilleure affaire que vous allez trouver dans la vie, là,
c'est que moi, je m'en fous de tout ça. Puis ils sont comme, c'est parce que t'es raciste, papa? Je suis comme, ben non, mais je comprends que vous avez appris ce mot-là à l'école. J'ai dit, moi, je m'en fous de l'inclusion. Moi, je suis le winclusion. Moi, je veux juste trouver du monde qui veulent gagner avec moi. Oui. Tu me raconteras ton histoire en chemin. Je suis archi curieux. D'ailleurs, j'ai plein de questions, souvent de logistique ou de mécanique. Mais je suis comme, tu sais, si on veut gagner ensemble, we're great. Il y a un gars que j'ai essayé au secondaire, mais my God, qu'on jouait bien ensemble au basket. Puis pour moi, c'est du winclusion parce qu'on peut bien s'entendre. C'était pas culturel. Il était pas cool, puis j'étais pas cool. À ses yeux, tu sais. Puis moi, c'est vraiment le winclusion, mais tu sais. Non, j'aime ça. Puis on divague, mais tu sais, on parlait des RH tantôt. Toutes les études qui sortent, là, les chiffres varient, mais toutes les études montrent que les entreprises qui favorisent la diversité et l'inclusion ont mathématiquement des meilleurs ROI et des rendements supérieurs en bourse. Là. Parce que tu multiplies les points de vue, tu considères plus vastement ta stratégie. Il y a plein d'avantages. Tu vois, moi, je pense... Des win together. C'est win-inclusion. J'aime ça. C'est un bon mot. Mais moi, je le regarde pas dans le sens de on gagne parce qu'on est diversifié. Moi, je regarde le contraire, tu sais, cause-effet, si on veut. Là. Moi, je pense qu'on est diversifié parce qu'on gagne. Je te dirais, tu perds si tu dans l'es le fond, tu sais, non, mais ce que je veux dire par ça, c'est que, tu sais, je vais monter une équipe de soccer, puis je vais aller cocher toutes les cases des RH. Ouais. Ça vous garantit aucunement qu'on va être moindrement bon. C'est vrai. Par contre, moi, ce que je dis, c'est qu'on gagne parce qu'on est diversifié. C'est, mettons que je suis l'FC Barcelone, qui, en tout respect pour le Real Madrid, est la meilleure équipe de soccer historiquement au monde. Possiblement. Je te le confirme. J'ai déjà tenu un bâton de hockey une fois dans ma vie, puis c'est the full extent of my sport c'est pas vrai, experience. Je skie. C'est vrai, je skie. Écoute, si le Canadien... Ça marche. En même temps, c'est la gravité qui fait le job. Là. There you go. Tu es au courant que le Canadien de Montréal a longtemps été une grande équipe et qu'il a gagné plus de Coupes Stanley que n'importe qui, right? J'ai entendu dire, oui. Parfait. Oui. L'FC Barcelone, c'est au soccer, c'est en Espagne, Barcelona. C'est la version de ça, sauf comme si le Canadien avait jamais arrêté de gagner. Ah, OK. C'est ça, l'FC Barcelone. Et d'ailleurs, ils sont à Barcelone, fait qu'ils sont dans une société distincte. Hein? Fait qu'il y a beaucoup de parallèles. Le FC Barcelone gagne parce qu'ils s'en foutent royalement d'où tu viens. Eux sont comme, Are you here to win? Great. C'est comme, on a un striker, comment tu fais pour embaucher un gars peut-être payé? Ils sont comme, t'as-tu vu ses passes? Moi, c'est ça le winclusion. Fait que c'est pas le mettons de la diversité, donc on va gagner. C'est plus comme, faisons tout pour gagner, puis on va aller attirer les meilleurs talents, puis c'est à nous autres d'être comme, amazing, tu mets les bonnes personnes aux bonnes places. C'est comme, toi, t'es 6 pieds 8, mais t'es vite, on va te mettre des vite. Fait que moi, le winclusion, c'est pas dans le sens, c'est pas la diversité est le résultat de ça et non l'objectif. Tu sais, c'est vraiment, pourquoi t'as pris un Colombien? Puis comme, je m'en fous. Tu sais, genre, puis dans un contexte, par exemple, de communication, je suis comme, t'as pas vu son habileté pour faire des flowcharts? Puis rendu là, si tu gagnes, on s'en fout, là. C'est qui l'a fait? Je suis plus curieux. Hey, qui a fait cette affaire phénoménale? Bref, j'essaie d'expliquer ça. Puis la meilleure façon que j'ai trouvé d'expliquer ça, toi, tu es à l'Université de Toronto. Moi, j'ai NHL 2022. Puis avec mon Skibidi Risgat. Ben, tu vois, à l'Université de Toronto, mon accent francophone dénote ma diversité à moi dans un univers très anglophone. Au début, je m'attendais que je me ferais singled out ou zéro. J'ai travaillé en Angleterre, je me suis rendu compte que tout le monde a un accent. 40% de mon équipe là-bas était expatriée, incluant moi. Fait que, tu sais, en Angleterre, ça? Oui, à Londres. C'est une ville d'expat. Effectivement, tu apprends qu'on est ensemble pour gagner. Oui, j'aime ça, winclusion. Moi, c'est ce que j'ai appris le plus dans le sport. C'est juste comme, great, si tu veux gagner, puis tu t'arranges pour gagner, tu te retrouves avec les gens les plus fascinants. Puis un objectif commun là, qui ramène un peu à ce que tu disais tantôt au RH. On jase, là, mais moi, je fais quoi si je soupçonne un cas de collusion dans une organisation? Tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui arrive avant que les gens t'appellent? Avant qu'ils sont comme, hey, on a besoin de... Je vais prendre toutes les métaphores que je connais de ta profession. Là. Qu'est-ce qu'on fait avant d'appeler Christian Wolf? The accountant en la personne de Ben Affleck. Oui. Je manie très mal les armes. Ça ne serait pas recommandé. Normalement, il y a des mécanismes qui sont en place dans les organisations de certaines tailles. Fait que normalement, tu as une ligne téléphonique que tu peux appeler de dénonciation qui devrait normalement se rendre directement... Infocrime anonyme. Une espèce de hotline. Là, bon. Normalement, elle se rend à un représentant du conseil d'administration. Parce que l'idée, c'est de bypasser l'équipe de direction parce que ça peut être eux qui sont en cause. C'est ça, je veux dire. Tu peux aller direct au top, mais comme tu dis, OK. Le gardien ultime de la gouvernance d'une corporation, c'est son conseil d'administration, qui eux-mêmes ont l'obligation morale de s'équiper pour se challenger eux-mêmes. Je veux dire, c'est assez... t'es pratiquement dans la philosophie corporative, là, mais un board, c'est ça. Quand c'est bien fait, il faut que ce soit ça. La saine gouvernance. Ça part de là. Ça part de là, parce qu'après ça, ton board choisit le CEO qui, lui, institue
la culture de la corporation. Le board va s'assurer, à travers notamment son comité de gouvernance, que les bonnes politiques et procédures sont en place, notamment une politique antifraude, une politique de diversité et d'inclusion. Mais il y a différentes choses à mettre en place pour s'assurer que la business est gérée correctement. Fait que le gardien de ça, c'est le CEO et son comité exécutif. Mais le fer de lance stratégique, ou du moins de gouvernance, devrait être le board. Fait que si tu te rends au board, normalement, c'est ta voie de passage privilégiée. Sinon, si la corporation a une équipe d'audit interne, ça peut aussi... Parce que normalement, l'audit interne répond directement du conseil d'administration. OK. Financé par finance, mais un lien coordonné avec le comité d'audit, donc le board. Fait qu'eux, normalement, devraient avoir l'indépendance puis la distance pour challenger l'organisation. Puis, by design, ils ont accès à tout. Je veux dire, l'audit interne, c'est à côté de l'organigramme, puis ça rentre à travers les silos dans toutes les strates de l'organisation. Je veux dire, si on se rappelle des cas publics, là, pensons à SACLIC, qui m'empêche de dormir la nuit. C'est la vérificatrice, c'est le bureau de la vérificatrice générale du Québec qui l'a mis au jour la première fois. La commission Gomery, on se souviendra du scandale des commandites, c'était la VG canadienne qui l'a trouvé. Fait que, VG, vérificatrice générale. Bon. Puis Sheila Fraser à l'époque. Pour la commission Gomery, quand tu dis le scandale... Ça, by the way, c'est une belle job de branding, hein? Oui, c'était littéralement ça. On appelle ça le scandale du commandite. Tu sais, tout le monde est d'accord que c'est quoi? Ça a été brandé le scandale. Ah ouais. Mais c'était l'État qui surpayait des firmes de relations publiques puis de publicité commandite pour passer des messages pro-canadiens, mais le monde s'en est plein les pattes. Juste avant le référendum. Puis... C'est ça. Fait que le monde s'en est plein les poches. Mais tu sais, en termes de poids monétaire ou d'impact financier pour le Canada, c'est même pas comparable à l'enjeu qu'on a avec la SAQ, qui est à 1 point, je sais plus combien de milliards, là, and counting. Puis qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Tu sais, je sais pas à quel point tu es impliqué dans le coroner, le coroner. Je le suis pas. Donc, tu as le droit d'avoir une opinion. J'ai une opinion, mais je siège aussi en conseil d'administration d'une société d'État, fait que je vais me garder une gêne dans mon commentaire. Ce que je peux dire, c'est que je constate que la gouvernance aurait pu être plus solide. D'ailleurs, le Collège des administrateurs de société de l'Université Laval a publié une lettre ouverte qui décrivait des mécanismes de gouvernance qui devraient être mis en place, au moins regardés de près, dans ce contexte-là. Fait que c'est une très bonne référence. Là. Je ne sais pas si, quand tu publies le podcast, c'est le genre de choses qu'on pourrait taguer. Mais le collège est une très bonne source, une très bonne autorité, en fait, en termes de meilleures pratiques de gouvernance, ce qui inclut les RH, la gestion de risque, l'audit, et ultimement, la gestion du risque de fraude. Fait que mon réflexe, ça serait de constater que la gouvernance aurait pu être meilleure. Un board qui ne prend pas action pour s'informer d'items qui sont aussi matériels dans sa vie financière. J'en dis, un board est aussi bon, par contre, que les informations, que le conseil, le conseil d'administration. Il est aussi bon que l'information qu'il reçoit. La meilleure arme de l'administrateur, c'est le pouvoir de poser des questions. Ouais. Et c'est souvent la seule qu'il a. Fait que ton meilleur talent comme administrateur, que tu sois président du board ou simple administrateur, c'est pose des questions. Parce que ton exécutif a le devoir de te répondre. Ouais. Tu es fiduciaire à la fois de l'organisation, puis c'est une compagnie publique, des actionnaires. C'est extrêmement important que ce point pivot-là fasse tout en son pouvoir pour gouverner ou s'assurer que les mécanismes sont en place. Tu vas pas aller dans le détail puis demander que je veux voir les cash flows du mois dernier. La question, c'est est-ce qu'on sait qu'il y a un mécanisme de contrôle des cash flows qui est en place, puis est-ce qu'on est satisfait qu'il fonctionne bien? C'est ça la question. Tu es dans le faire. Ouais. Gouverner le processus, pas le checker. C'est pour ça que l'audit existe, c'est pour ça que les Big Four existent. Tu sais, le client d'un auditeur interne ou externe, c'est le conseil. Donc, les actionnaires. Conceptuellement, qu'est-ce que l'audit comptable? Chaque actionnaire aimerait ça, pouvoir aller voir le PDG puis chaque personne qui touche au cash en disant « Moi, là, je vous ai acheté des actions, là, fait que je vous possède un petit peu. J'aimerais ça savoir que tout ce que vous faites, là, c'est bon. » Mais là, chaque actionnaire ne peut pas aller voir tout le monde dans la compagnie puis demander ça. Ça ne marche pas. Fait qu'on poule toutes ces questions-là puis on les délègue à un auditeur externe. On dit, vous, là,
vous avez un set de normes qui existent, qui sont ultra rigoureuses. Puis le conseil, donc nous, les actionnaires, on force le conseil, parce que les auditeurs sont votés en assemblée générale, donc par les actionnaires, pour leur donner le pouvoir d'aller partout dans l'organisation en notre nom, puis aller checker si tout est correct. C'est ça de l'audit. Oui, en théorie. Pas que je challenge ce que tu dis de ce côté-là. Ce que je veux dire, c'est que tout ça est beau dans le contexte où c'est fait avec grand intérêt puis grande diligence. On s'entend qu'on a, je trouve souvent, on a un détachement. C'est-à-dire? Je ne suis pas attentivement les activités du board et d'audit interne de tous les trucs qui se retrouvent dans mon fonds indiciel sur mon Wealth Simple. Mais tu n'as pas besoin parce que cette mécanique-là, sachant qu'elle est en place, que l'audit a lieu, que le rapport sort sans exception, tu n'as pas besoin. C'est un mécanisme qui fonctionne sur base d'exception. Le jour où l'audit trouve qu'il y a un enjeu majeur, va être rapporté au board, une action correctrice va être prise. Si, par des circonstances extraordinaires, la compagnie est en péril financier, puis il y a des cas, là, puis j'ai pas connu personnellement, mais j'ai eu vent de cas où un Big Four, un des grands cabinets comptables, là, Deloitte, KPMG, EY, puis PwC. C'est pas Accenture? Non, Accenture, c'est le spin-off technologique de Arthur Andersen, qui a fait faillite dans l'affaire Enron, qui est un autre dossier duquel on peut parler, qui est fascinant. Mais donc, les grands cabinets perdent foi en la direction. Puis s'il y a une chose que l'auditeur utilise comme hypothèse de base, c'est que la direction a une bonne foi. Grande différence entre ma profession, jury comptable, puis l'auditeur, c'est la bonne foi. Quand je commence un dossier, j'assume que tout le monde me ment. Que tout le monde te ment, j'ai à dire. L'auditeur assume que tout le monde dit la vérité. On commence comme ça. Je caricature, là, mais je suis pas loin de là. C'est fou que tu es plaisant comme personne dans le contexte. C'est pour ça que je pratique presque plus. Non, mais ça doit avoir son impact d'arriver dans un contexte, justement, parano comme ça. C'est rarement une bonne nouvelle quand tu vois une équipe jury comptable arriver. Dans ton interpersonnel, mais aussi, après ça, mais dans ta façon d'interpréter les gens, ça doit avoir un coût. Sur la personne qui exerce le métier? Ou non? Ou t'es-tu plus fun-loving à cause de... Écoute, peut-être que je surcompense dans ma vie quotidienne à cause de ça, je sais pas. Les gens qui me connaissent vont dire que j'ai un humour déjanté et que j'aime faire des Legos. C'est pas mal ça qui est peut-être un peu différent. Mais sinon, de quoi je parlais? Oui, perdre confiance avec un auditeur qui perd confiance dans son client, selon les normes applicables, n'a pas le droit de... Moi, j'ai pas le droit, comme comptable, de m'associer à quelqu'un de mauvaise réputation ou qui est pas d'une éthique raisonnable. Fait que, moralement, puis même réglementairement, il faut que je m'en dissocie. Fait que si c'est un client d'audit qui me ment sciemment, puis je perds foi, puis je me retire du mandat, c'est soudainement une compagnie qui devrait dire à ses actionnaires « Hey, voici le rapport de mon auditeur qui dit que tout est beau », soudainement, il ne peut plus dire ça. Fait qu'il y a eu des cas dans le passé où l'auditeur s'est retiré, puis la compagnie a fait faillite. C'est grave de même, parce que si tu perds la confiance de ton auditeur, tu perds la confiance de tes actionnaires, ils retirent leur bille, c'est fini. Tu lèves toutes sortes de flags, là, on s'entend. Là. Fait que ça a l'air très boring, puis très mécanique procédurale, mais c'est la dialectique entre l'audit puis le board est à la santé financière d'une organisation, ce que l'assurance et la réassurance est au monde financier en général. C'est le backbone du processus. Quand ça tombe, tout va très mal très vite. Fait que le crime organisé là-dedans. Oui. Juste parce que, tu sais, il y a une partie de moi que je suis incapable de pas m'imaginer. Je suis comme, bon, ben, Simon est en train de me donner un roadmap de comment frauder, là, tu sais. J'ai plein d'idées. Moi, je te dis que la fraude parfaite existe, là. J'ai plein d'idées. Tu sais, on s'en reparlera, là. Je suis tristement très moral dans la vie, là, fait que je les mets pas à exécution, mais je suis sûr que ça se fait. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est, tu sais, il y a un gros historique de
beaucoup dans le public, juste par la taille des contrats aussi, puis par l'accès au pouvoir. Oui. Et ensuite, du crime organisé, qui, à ce jour, je crois, représente 20% de l'économie mondiale. Fait que, non, ça, c'est quelque chose qui suit l'inflation. D'un point de vue, si on calcule les dollars, là, year over year, grosso modo, à l'échelle mondiale, le crime organisé représente environ 20% du... il y a des pays qui sont surreprésentés dans leur GDP. C'est que ça, oui. Mais ça a été quoi tes expériences avec le crime organisé dans des choses comme ça? Tu n'as jamais eu de constat? Ben, organisé. Tu sais, la collusion, c'est par définition un crime organisé, mais c'est pas les motards, c'est pas... Est-ce qu'il était en arrière, en back-end, à financer certaines de ces compagnies-là? Je sais pas. Mais je me suis jamais rendu là. Parce qu'en même temps, moi, j'étais enquêteur privé. Fait que si j'ai pas le mandat d'enquêter, j'y vais pas. Le crime organisé, c'est souvent la police, qui est l'organe public. C'est le bras armé de la justice publique. Mais moi, j'étais privé. Fait que moi, si le board ou la compagnie ou le CFO nous paye pas pour intervenir, on y va pas. C'est vraiment comme un détective privé. T'sais. OK. Fait que qui t'appelait? Puis il disait quoi? Puis je reviens à le film, par exemple, The Accountant. Là, c'est juste parce que ça me donne un cas très précis. Là, Ben, ça revient au mécanisme que je te décrivais tantôt. Le board puis l'audit interne sont souvent les premières personnes appelées en cas de problématique. Fait que mettons que, je sais pas moi, tu te rends compte que tu as un collègue qui, dans son compte de dépenses, fait passer ses vacances. Fait qu'il vient de se booker un immeuble, pas un immeuble, une chambre sur la côte Amalfitaine, ses billets d'avion pour toute sa famille. Je l'ai vu, ça en passant. C'est un cas vécu. OK. Puis c'est flagué par quelqu'un au RH. Fait comme, comment ça que je vois une facture qui tombe dans sa période de vacances? C'est pas du business development, là, quelque chose qui marche pas. Fait que là, ça s'est flagué. Ça monte, c'est référé à l'audit interne. L'audit interne fait « Oh, c'est pas juste comme un cas d'anomalie à corriger là, d'un point de vue comptable. Il y a peut-être plus que ça. Puis il y a peut-être d'autres mondes dans l'équipe qui font ça. Puis c'est peut-être un système, dans le fond. » Puis l'audit interne n'a ni le temps ni les ressources de faire ça parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Fait que là, ben, ils vont nous appeler et dire OK. Guys, on a un cas. Pouvez-vous venir voir ça pourrait être quoi? Fait que là, on va avoir accès, tu sais, typiquement, c'est une phase de découverte. Fait que là, c'est quoi la documentation qui est disponible, qui a été mise au jour par les gens qui l'ont trouvé. Après ça, tu vas avoir peut-être quelques entrevues avec les gens qui connaissent les processus ou l'historique de ce qui s'est passé. Fait que là, tu te bâtis une tête sur, OK, c'est quoi les hypothèses de travail? Puis c'est un peu comme ça que je le présente à mes étudiants. Là. Fact-finding, hypothèse. Pour ça, tu testes ton hypothèse. Bon, ben, mettons que ce gars-là, c'est pas un one-off. Il n'est pas tout seul à avoir fait ça. Toute son équipe, ou il y a d'autres mondes qui peuvent passer des dépenses pendant leurs vacances. Comment je teste ça? Ou c'est quoi le matériel dont j'ai besoin pour démontrer ça. Fait que, moi, mon port d'attache dans ma carrière, ça a été l'analyse des données comptables. Fait que c'est ce que j'enseigne à l'Université de Toronto. Fait que la prochaine étape dans l'hypothèse, c'est mettons qu'il y en a plus qu'un. Je vais prendre tout le data des comptes de dépenses. Je vais le cross-matcher avec le calendrier des vacances du staff. Partout où j'ai une dépense qui tombe pendant une période de vacances, je vais le flaguer. Puis ces cas-là, je vais les enquêter un par un. C'est peut-être une erreur. Again, les erreurs, ça se peut. Mais à force de discuter, puis après ça, les techniques d'entrevue, ça, c'est un autre volet de la profession qui fait partie de ce qu'on apprend à l'école. Pour faire parler les gens, puis extraire l'intention, parce qu'une fraude, c'est de l'intention. Là, tu as une vraie enquête. Fait que, les étapes, là, ça serait ça. Puis on peut-tu être fraudeur? Comment je pourrais dire? Je pense on a tous, toi, tu as maintenant ton entreprise, on a tous le volet de notre vie professionnelle où est-ce qu'on achète pour la première fois nos propres crayons et stylos. Oui. Et on réalise, waouh, ça coûte donc bien cher. Oui. La raison pour ça, c'est que partout où j'ai travaillé, on était soulagés, sans que je fasse par exprès, généralement, de ce crayon et de stylo pendant 10, 15 ans. Là, oh oui. Fait que techniquement, c'est du vol. Techniquement, c'est du vol de marchandises. Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut frauder sans le savoir? Probablement. En fait, non, parce que une fraude marque l'intention. OK, donc fait que tu peux pas vraiment pas le savoir. Fait que ça serait une erreur qui m'avantage financièrement. Tu peux avoir plus de difficultés à l'argumenter avec ton employeur ou avec le fisc. OK. C'est parce que comme travailleur autonome, je peux te dire que s'il y a des choses que je déduis de ma compagnie qui n'ont aucun lien avec la job, si je suis audité par le fisc, et
je vais me faire récupérer des sommes. Là. Ouais, ils vont dire, bon, mais ton casque de ski, Simon, c'est difficile à justifier comme dépense d'affaires. Tu vas pas skier pour faire du business development. Là, quoi que je pourrais. Écoute, mais après ça, puis là, je veux dire, si on rentre dans les règles fiscales, il y a plusieurs zones de gris. Non, mais tu sais, je suis curieux juste parce qu'à un moment donné, on se demande, tu vois des situations, puis comme couteau, est-ce que ça aurait pu être moi? Est-ce que j'aurais pu aider ça sans le savoir? Est-ce que j'aurais pu le faire? Écoute, des fois, tu te fais dire ce que tu as fait, c'est illégal. Comme, je te dirais que la pire chose que tu peux faire, c'est de l'aveuglement. Pas poser de questions. Okay. If you see something, say something. Ouais. Puis, je veux dire, j'ai des amis qui sont jurys comptables dans des compagnies, des assez grosses compagnies, avoir des équipes d'enquête interne. Puis eux, ils me le disent, là, écoute, on reçoit 25 appels de signalement par semaine, il y en a une là-dedans qui fait une enquête. Le reste, c'est pas matériel, c'est un accident, ça s'explique, mais au moins, l'information circule, puis le réflexe est là. Fait que le ton at the top descend jusqu'à tout le monde dans l'organisation, puis s'ils voient quelque chose, ils ont la présence d'esprit d'appeler. Fait que déjà, ça, c'est phénoménal. C'est une très bonne nouvelle. L'idée, c'est pas que chaque appel finisse en enquête. Non. C'est que quand il y a quelque chose, ça remonte, puis après ça, on démêle, puis on décide là où on met les ressources pour enquêter. Ça, c'est correct. Ça, c'est un poste qui existe dans la plupart des organisations. Il faut être assez gros pour avoir son équipe d'enquête interne. Sinon, tu appelles une équipe externe. Fait qu'il y a des freelances. Je dis, moi, j'ai fait un mandat d'évaluation de dommages à mon compte en décembre dernier. J'ai d'anciens collègues d'université qui sont aussi à leur compte. Sinon, la plupart des grandes firmes comptables ont leurs équipes. Il y a même des compagnies qui sont dédiées à ça. OK. Fait que mettons que je suis rendu passer mon 150, on n'est plus bootstrap, on n'est plus... on a passé maintenant à l'autre étape où est-ce que c'est plus ce que c'était. Je suis obligé d'embaucher des RH. Cette fois-ci, ça va bien. Et ainsi de suite. Puis là, on a des processus, des choses de la sorte. Qu'est-ce que tu dirais? Tu sais quoi, t'es rendu là, commence donc à telle place pour... avoir des systèmes pour gestion de capter la fraude. Très tôt dans le processus, tu auras sûrement déjà un comptable. Les comptables ont une base de connaissances en gestion de la fraude, en ce sens que ça fait partie des normes d'audit qu'on a tous appris à l'école. Mm-hmm. C'est en surface, mais c'est assez déjà pour comprendre l'importance d'avoir les bons contrôles. Puis je reviens toujours à ça, mais les contrôles desquels je parle contre la fraude, c'est les mêmes contrôles qui sont soumis à l'audit financier. Fait que les comptables connaissent très bien cet univers-là. La fraude va presque toujours être financière, ce qui veut dire à la base, le pattern va apparaître. Fait que dans le fond, la personne, tu sais, la chef de ça part avec le comptable. Commence avec le comptable. S'il y a un doute, après ça, écoute, on se connaît bien dans la profession, ils vont reach out à d'autres mondes, puis tu vas renforcer au cas par cas s'il y a besoin. Après ça, tu peux pousser ça plus loin. Je te dirais qu'à 150, c'est pas beaucoup, mais si tu atteins un certain volume de staff ou tes activités sont plus compliquées, les entreprises les plus matures vont avoir des programmes anti-fraude, c'est-à-dire qu'ils documentent tout ce qui est en place pour combattre la fraude. Puis c'est tracké, monitoré, bonifié comme étant une espèce de vue cross-functional de l'organisation, mais avec cette préoccupation-là en tête. OK, quand même. Ouais. C'est malheureusement pas assez répandu, parce que souvent, on appelle ma gang quand les choses sont arrivées. Ben, la meilleure idée, ça serait de nous appeler avant que ça arrive, pour pas que ça arrive. Ben, tu sais, c'est dur des fois de planifier puis de mettre en place quelque chose pour un problème hypothétique, un problème théorique. C'est vrai. Et l'humain étant ce qu'il est, on réagit quand les choses sont arrivées. Écoute. Je travaillais en courtage d'assurance au sortir de la COVID. Je peux dire qu'avant 2021, personne achetait de l'assurance pandémique. En 2022, tout le monde achète de l'assurance pandémique. J'ai comme les chances que ça arrive sont une fois aux 150 ans. Là. Puis ça vient d'arriver. Fait que normalement, on est correct. On réagit quand ça vient d'arriver. Je pense qu'on est comme ça, puis après ça, on fait mieux les fois d'après. Écoute, j'avais monté un rapport complet et complexe de 2019. Là. On m'a dit, on fait une campagne pour qu'on embauche des gens. Dans ce temps-là, j'étais en e-commerce, intégration, et ainsi de suite. Puis j'ai dit cool, mais juste, tu sais, FYI, on va en perdre autant qu'on en recrute. Là, je veux dire, fait que soit booster le budget ou donnez-moi le mandat de comprendre pourquoi les gens quittent. Oui, ça c'est important. Et à toute l'honneur de l'entreprise, ils ont fait sure. Puis en plus, ils me connaissaient. J'ai dit cool, ça me prend 3 mois. Ils ont dit pas de trouble. Puis ensuite, ils se sont dit ça va y prendre 6 mois. J'avais raison. Mais d'avoir un beau lien de confiance, je ne l'ai pas fait en arrogance, je l'ai fait parce que c'est moi qui faisais les campagnes d'avant. Puis nos campagnes, on se faisait copier par, je ne veux pas les nommer parce que c'est une institution financière au Québec qui en rend certains verts d'envie, mais qui nous disent qu'ils ne sont pas une banque. Eux nous piquaient bien des gens, puis bien des campagnes, puis on se faisait copier. Je sais que ça fonctionnait. Mais la copie, c'est le plus beau compliment. Puis, ouais, sauf quand ils ont 8 fois ton budget.
Mais bon, en tout respect pour... on les aime. Mais ce que je veux dire par ça, c'est great, puis on a fait la grosse analyse. Là. Puis j'ai fait le join, stay, leave, great. J'ai même été chercher des formations. Comme je veux comprendre les gens d'RH pour comprendre où est-ce que vous faites blindsider. Parce que là, vous avez ça d'un marketer créatif qui a un petit penchant data. Quelque chose qui n'est jamais associé au RH souvent. Là, c'est vrai. Fait que là, j'étais comme, OK, cool. Puis j'avais tout produit ça. Puis en gros, j'ai sorti, puis je te le montrerai si tu veux. Là. Je peux pas te le partager, mais je peux te le montrer. Ouais. En gros, j'avais fait le gros rapport EXP là, sur toute la marque employeur, l'expérience employée. Tellement important. Toutes les séparations par groupe, par pratique, par lieu, les motivateurs de chacun. Pourquoi eux, ils restent en place? Pourquoi ils ont quitté? Quelles promesses les a attirés? Quelles promesses les a déçus? Et ainsi de suite, un gros mapping. Fais ça et voici les 20 chantiers placés en ordre de priorité par groupe. À faire comme ça et chacun avec, voici l'effort requis, voici son impact et voici son coût d'inaction. Présumé, c'est subjectif, mais à un moment donné, t'es comme, OK, great. Puis là, tout ça, puis je présente ça au board, puis comme, rien, man. Rien. Thumbs up, hey, good job. Puis là, je suis comme, 6 mois, là, tu sais, puis d'obsession, tu sais, c'est quoi quand tu rentres dans le giron, puis t'oublies tes amis, là. 6 mois d'obsession, rien. J'ai passé 1 mois à me remettre en question, là, comme, vraiment? Ensuite, la COVID. Puis ensuite, ils ont dit, il faudrait qu'on fasse telle affaire. Puis je suis comme, ben ouais, mais il y a tout ça dans le rapport. Quel rapport? Pif! Numéro 2. C'est comme, je redonne, peut-être celui-là. Et ensuite, j'ai été... Puis ensuite, encensé tout le monde. OMG! Genre comme... C'était où cette affaire-là, tout ce temps-là? Oui, ça. Pourquoi tu nous as pas montré ça avant? Puis let's go comme ça. Puis de même, fait que tu sais, des fois, on le sait juste... Des fois, ça prend quelque chose, des événements énormes et hors de notre contrôle pour rendre évident ça. Tu sais, c'est... J'ai un ami qui est décédé du cancer, puis il m'avait dit à un moment donné, j'aurais aimé ça. Avoir su, je me serais assuré différemment. Il dit, tu sais, c'est... Ouais. Faut prepare for the worst, hope for the best. Civis pacem parabellum, dirait l'autre. Oui, à tes souhaits. C'est... c'est César. Ah, OK. C'est sûrement quelqu'un d'autre aussi, là. Si tu veux la paix. Ah, ça, oui. Parce que Parabellum, c'est aussi le dernier John Wick. C'est littéralement... Ça. Ben, c'est l'autre... qui est excellent. Honnêtement, quelle série? Mes enfants sont... On va faire une reprise de cette discussion sur les films, ça aussi. Honnêtement, on peut en parler longtemps. Part 2, comme dans Hot Shot, mais part 2. Mais ouais, ben, c'est justement ça. Il dit Civis Pacem, puis c'est... comment ils appellent le bonhomme, là? Le vieux, le doyen là, de l'hôtel? Oui, Winston. Il dit Civis Pacem, puis c'est là que l'autre, il répond Parabellum. Puis ça, c'est après qu'il a pitché John Wick en bas d'un building. Solide. C'est note to self, pitch pas John Wick en bas d'un building. Don't kill his dog. Exact. Puis c'est lui que la spéciale devrait engager. Oui, c'est ça. Ça serait une bonne pub. Hey, j'ai trêve de plaisanterie. Il y a des trucs que j'aimerais te poser comme question qui sont... qui t'appartiennent absolument puis qui sont aucunement liés avec la gestion de risque. Vas-y donc. Quelque chose qui devrait être enseigné à l'école, mais qui ne l'est pas. La philosophie. Ça l'est déjà, ça pourrait l'être mieux et plus. Surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. Moi, je me suis remis à lire de la philo, mais comme antique. Là. Puis ça me ground en me disant qu'il y a très peu d'idées qui sont nouvelles. Puis le monde, il y a 3000 ans, avec à peu près pas de moyens, réfléchissait extrêmement bien. Puis on parle de brain rot, là. Puis là, on est en train de faire l'inverse. On délègue notre raisonnement à l'IA, puis on oublie, puis il y a quelque chose de beau dans l'effort de réfléchir. Je ne sais pas comment enseigner ça, là. Je ne suis pas pédagogue. Là. J'allais dire, tu verrais comment quand tu dis qu'il faudrait aller plus loin, parce qu'il y en a, mais il y en a juste un peu, puis c'est optionnel, puis c'est à partir du cégep, je crois. Moi, j'ai pas aimé ma première année de philo au cégep. J'ai adoré ma deuxième parce que j'ai comme décliqué. Puis une fois que c'était fait, ça m'a suivi toute ma vie. Puis j'avais un prof de philo. Puis je m'excuse d'avant, je me souviens plus de son nom. Puis je m'étais obstiné avec lui. J'ai dit, je comprends pas ce que vous essayez de m'enseigner. Il dit, enseigner la philosophie à quelqu'un, c'est comme enseigner à parler à un enfant. Je peux pas te dire comment dire les mots. Tout ce que je peux faire, c'est de parler jusqu'à temps que tu comprennes comment parler. J'aime donc bien ça. Ça m'est resté. Fait que je sais pas comment instituer le philo envers les jeunes, sauf en ayant des conversations. De nature, ça peut être très simple. Là. Poser plus de questions un peu plus profondes, des fois inconfortables. Tu sais,
Ça peut être juste ça. Puis tu partirais ça quoi, au primaire? Ben moi, je parle de fil avec mes enfants, là, ils sont au primaire. Très cool. Là, tu dis 3000 ans, on est dans les stoïques et grecs. Les stoïques sont extraordinaires. Moi, c'est mon point d'ancrage, le stoïcisme, l'existentialisme. J'ai lu tout ce que Camus a écrit. Ouais. J'avais perdu le mythe de Sisyphe de Camus, que j'adore. Puis j'ai fait 3 librairies avant de le retrouver. Il était out of stock partout. Puis je l'ai trouvé juste avant de rejoindre des amis. Puis là, je le sors de ma poche, vous ne me croirez jamais, mais j'ai fait 3 places pour trouver le mythe de Sisyphe. Puis il y en a un qui m'a dit, c'est tellement on point que tu as répété la même action 3 fois avant de trouver le mythe de Sisyphe. C'est la meilleure joke méta de l'année. C'est comme ça, et comme emballé. Là, c'était de toute beauté, puis il a sorti ça. Là. C'est ça. Fait que c'est probablement lui qui avait acheté celui de... Probablement que c'est ça, il a travaillé ça, puis il les a achetés partout. Tu sais combien de temps qu'il attendait de sortir la joke parfaite. Elle était loadée, là, depuis 2016. Ouais, c'était prêt de ça. Ben, à vrai dire, j'aime ça, puis ça, je pense que ça nourrit tout de suite ma prochaine question. Sinon, une citation qui t'a marqué ou qui te revient souvent? Blaise Pascal. Qui a dit? Elle est longue. On l'a tout dit, ça. Puisqu'on est peut-être universel et tout savoir sur tout, il faut savoir quelque chose de tout. Car il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout que de tout savoir d'une chose. Cette universalité est la plus belle. Autrement dit... J'allais dire, je suis en train de découper ça. Là. 1 mile wide, 1 inch deep. Savoir beaucoup de petites choses puis les attacher ensemble, c'est beaucoup plus universel, où ça tend à une universalité de réflexion plus vaste qu'à d'être un expert dans une profondeur infinie. Puis ça correspond vraiment à ma façon d'être curieux puis de lire, surtout, sauf sur le sport, t'auras compris. Puis, tu sais, je suis passé de la jury comptabilité au TI à la direction de compte majeur dans une autre grande firme de consultation. Puis, pour moi, ça a été un eye-opener, ce rôle-là, où ma job était de connecter comme 16 pratiques d'affaires, 16 types de consultation. C'était comme des blocs Lego, là. J'en parle souvent de Lego. Puis de bâtir quelque chose de custom pour un enjeu du client compliqué. Fait que plus t'en sais sur beaucoup, plus t'es capable d'assembler des solutions complexes. Puis ça revient aussi à la philo, parce qu'il y a une notion de réflexion, de complexité. Moi, si c'est pas compliqué, j'ai pas de fun. Ben, c'est j'allais dire, parce qu'il y a une belle ironie ou une belle dualité dans le fait que t'es très worldly, comme on dit. Tu sais, justement, ton 1 mile wide, 1 inch deep. Ouais. Là, tu dis, au lieu d'être juste bon dans une affaire de même, mais tu sais, dis le jury comptable qui l'enseigne à l'université. C'est ça, qui étudie une affaire pendant 7 ans. Tu sais. Je trouve qu'il y a une belle... Mais tout est T-shape dans la vie. Hein? Oui, ben oui. Tu sais, il n'y a rien comme une métaphore pour généraliser. Non, puis je pense qu'en ayant creusé une expertise, ça permet aussi de comprendre ce que tu sais pas quand tu t'aventures ailleurs. Puis à partir de quel point il faut que tu ailles chercher des amis avec d'autres expertises pour bonifier la réflexion. Ça aussi, je suis très collaboratif dans ma façon d'exercer ce que je fais. J'aime ça. Simon, ton achat normal ou régulier avec le plus gros ROI pour toi ces dernières années? Des Legos. Il y en a qui font de la peinture, il y en a qui ont un psychologue. Moi, ma thérapie, c'est assembler des petites pièces ensemble lentement selon un plan. Idéalement, en regardant un film d'horreur avec un thé. Faut-moi pourquoi, c'est ma thérapie. J'adore ça. Tout Lego confondu, t'as-tu des je fais pas les Star Wars parce que ça n'aurait plus de fin. Là, la XFLR 5, la fusée de Tintin, est en précommande en ce moment. Ouais. C'est sûr que c'est mon prochain achat. Mon plus gros Lego, c'est la Tour Eiffel. 10 001 morceaux, 5 pieds flush. Tu sais que je suis sûr qu'il était 9 900. Ils ont rajouté le Lego du Apollo 11 a 1967 pièces pour l'année de... ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Wow, j'aime vraiment ça. J'ai fait récemment la Fender Stratocaster. Oh oui, la guitare, ben oui. Qui ressemble... On le voit pas, mais qui est ma première vraie guitare. Ah ouais? Fait que moi, j'avais une Fender Stratocaster rouge depuis que j'ai 16 ans. OK. Ah, nice. Fait que là, j'ai le kit de ça qui est genre des milliers de pièces, puis ça vient avec un ampli. Oui, moi, à un moment donné, je suis comme, OK, cool, on va prendre notre dernier 20 minutes pour faire l'amplificateur, tu sais. Là, je regarde, je suis comme, OK, il faut faire le haut-parleur. Ah, OK, il faut faire
l'électronique. Il y a un board électronique en Lego dedans. Il y a des lampes. Oui. Ils sont hallucinants. C'est un ampli à lampe. Là, je suis comme... Parce que quand tu regardes les Lego pour adultes, tu as ce que tu vois, puis il y a tout l'intérieur que tu as le plaisir de faire, que tu ne verras pas. Non, mais tu peux le voir. Tu peux le voir parce qu'ils ont répliqué comment tu ouvrirais l'ampli pour le réparer. Je suis comme, OK, wow. Le grand piano est un peu comme ça. Ça l'a... C'est un gars qui fait des pianos dans la vie qui a proposé à Lego de faire le piano en Lego. Fait que l'intérieur du piano respecte la mécanique de comment tu bâtis un piano pour vrai. Oh, il y a des cordes sur ma guitare. Quand il est fermé, tu le sais plus. Mais l'intérieur, tu as appris exactement. Puis maintenant, les livres d'instructions, c'est plus juste comme tu assembles des pièces. Là. T'as des didascalies là-dedans qui t'expliquent d'où ça vient, pourquoi ils le font. C'est next level. C'est le livre, genre... C'est dur de penser que c'est un jouet. Mais je pense que je vais le revendre quand même, juste parce que j'ai vu qu'ils l'ont discontinué. Puis ce qui est drôle avec ces Legos-là, t'es comme, wow! Ça l'a gagné en valeur. Fait que techniquement, le comptable en toi pourrait apprécier qu'il y a réellement... J'apprécie. Forbes avait publié un article il y a plusieurs années, je ne sais plus si c'est encore le cas, là, mais pendant longtemps, l'actif non financier qui prend le plus de valeur, c'était le vin de Bourgogne. Puis il y a quelques années, apparemment, les Legos auraient dépassé. Puis avoir certains Legos discontinués que je vois en ligne, il y en a un que je cherche dans une collection que j'ai. Je fais les maisons modulaires. J'allais dire pas le chalet A-Frame? Non. Non, lui, il est trop récent. Mais je fais les modulaires. Ils sortent généralement en janvier. Il y en a un par année. Je viens évidemment de finir celui de cette année. Les 3 premiers, d'il y a 15, 16 puis 17 ans, je les ai pas. Ils sont plus disponibles. Puis c'est pas trouvable. Fait que si tu mets la main dessus, mint condition, c'est au moins 5000$. Quand même. Puis toi, t'as besoin que ce soit mint ou t'es comme, moi, je vais ouvrir. Tu sais, toi, t'achèterais un jouet vintage puis tu le déballerais. Faut d'abord que je trouve 5000$. Non, mais tu sais, si quelqu'un comme je le vends, je l'ai remis dans un sac. J'ai acheté des usagers dans des Ziploc. Oui. Moi, j'ai monte puis j'ai garde. Fait que mon sous-sol, ça a l'air d'une caverne d'Alibaba. C'est juste des Legos. Quand j'avais j'ai eu un enjeu avec mon système de chauffage récemment. C'est le même gars qui est venu 2-3 fois. Puis il disait, oui, quand ils m'ont dit au dispatch que j'allais dans la maison avec les Legos, j'étais content. C'est ma réputation, je suis la maison avec les Legos. Peut-être pas si loin de Christian Wolf que ça, finalement. Hey, j'aime donc bien ça. Mais si tu trouves l'A-Frame, moi, je suis preneur. Je veux juste pas payer le gros prix. Là. Je suis pas obsédé, mais... C'est ça le défi, là. Moi, je suis super partant avec ça. Faut que tu trouves quelqu'un qui comprend pas la valeur marchande. Ou quelqu'un qui s'en détache. Bulk aussi, les gens qui vendent des poches, là. Ouais, soit ça ou juste parce qu'ils sont dans une nouvelle relation. Puis ils bêtent plus sur la relation. Ouais, ça c'est l'autre affaire. Il fallait que je convainque ma femme. C'est un autre podcast. Ouais, ça. Mais justement, tu sais, tes segways tombent tellement naturellement. Là. C'est ma prochaine. C'est un sujet important sur lequel tu as changé ton fusil d'épaule ces dernières années. Ma relation au travail. Oh. Moi, j'ai passé une bonne portion de ma carrière à pourchasser la prochaine position, la promotion, les dossiers plus importants, comme on fait tous dans le monde professionnel. Le upgrade, là, ouais. Et puis, l'année passée, je me suis dit, j'évolue dans des environnements où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources, des méthodologies, des collègues. Tu sais, j'ai jamais eu un employeur avec, globalement, moins que 75 000 employés. Puis là, j'ai décidé que j'allais essayer, tu sais, après 25 ans, à faire ce que je fais. Je me suis dit, je vais essayer de voir si moi-même, avec aucune ressource, je suis capable de donner de la valeur à une clientèle. Je suis capable d'être sole consultant. Fait que j'ai démarré quelque chose, ça a fait 1 an, il y a 2 semaines. Hey, félicitations. Merci. Puis ça va super bien. Puis dans le fond, c'est ce que je décrivais. Là, je passais du mode réactif de gestion de risque, beaucoup en fraude, avec un passage qui m'a amené à comprendre chez Willis Towers Watson le courtage, les RH. D'autres volets de consultation, je comprenais moins. Puis là, j'ai tout mis ça ensemble pour faire de la stratégie de gestion de risque. Fait que c'est très multifacette, c'est très tailor-made. Je rédige à peu près plus de rapports. Puis je me positionne plus comme accompagnateur puis accélérateur pour mes clients. À mi-chemin entre le trusted advisor, le coach puis le loan staff, si tu veux. Ouais. Puis honnêtement, ça a changé toute ma dynamique. Là. Je contrôle beaucoup plus la façon avec laquelle je veux interagir avec ma clientèle. Puis en étant passé, puis c'est très formateur, en étant passé par les grands cabinets, je connais leur méthode, je connais leur approche. Je vois la valeur qu'ils peuvent amener, mais je vois aussi les trous que ça laisse.
Parce que rentrer dans un client pendant 3 ans, puis donner 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures semaine, des fois rien, des fois ça revient. Tu sais, je suis pratiquement on-call. C'est pas un modèle d'affaires qui est appealing pour une business qui a un P&L à maintenir. Moi, j'ai pas ça. Fait que cette flexibilité-là m'aide moi, aide mes clients. Fait que je pense que j'ai trouvé un sweet spot le fun aussi, là, qui est le produit de tout ce que j'ai passé à travers dans ma vie. Je pense que ça va aussi combler le côté social puis divers, tu sais, de juste d'avoir diverses interactions. Oui, j'ai pas l'impression de travailler tout seul. Loin de là. J'ai pas une équipe, j'ai des équipes. Fait que aujourd'hui, je passe mon après-midi chez un client. Demain, je passe mon après-midi avec un autre client. Fait que tu sais, je suis vraiment... j'en ai pas beaucoup. Fait que mon sentiment d'appartenance, puis l'utilité, puis le temps, puis le dedication que je peux mettre dans chaque cas est accentué à cause de ça. Je suis pas limité. Mais c'est un choix. J'aime ça. Puis, fait qu'avec tout ça, Simon, on te trouve où? Quelqu'un qui se dit comme, mon Dieu, c'est vraiment fascinant, c'est... Ah, mon Dieu! Tu sais, le nom de l'entreprise, c'est... Sentinelle. Sentinelle RC. Risk Consulting? Parce que je fais du risk consulting. Et puis, je suis au centre-ville. Je me suis loué un WeWork à la Place Ville-Marie pour être proche de l'action. Si vous me cherchez, je suis généralement en train de luncher pas loin de la PVM. Il y a une chance sur 3 que je sois au bistrot chez Henri, du Burks. C'est comme ma deuxième maison. C'est tellement beau. C'est tellement bon et je salue toute l'équipe là-bas qui me connaissent bien. on salue la gang du bistrot. On salue la gang de chez Henri. Ou sinon, je vais vivoter dans les locaux de Montréal Centre-Ville où je suis chairman du board. Équipe exceptionnelle là-bas aussi. C'est avec Glenn, ça? Et Glenn est passé maintenant. Il est chef de cabinet pour Ville-Marie, dans l'équipe de Sorel Martinez. Qui est parti de l'autre. Et puis il est retourné à ses amours. Il est retourné, il est allé à la ville. Et puis là, ben, justement, on est en processus pour se trouver un nouveau DG. OK. Qui est une expérience de gouvernance vraiment fascinante. Moi, je suis président du board juste depuis septembre. Ouais. Fait que tout ça... On pourrait le faire en privé, mais si tu veux, j'ai eu des expériences amazing puis désastreuses à ce niveau-là. Fait que si tu veux... Je prends tout le feedback. Moi, je considère que j'apprends toujours. J'ai pas la prétention d'être l'expert dans rien. Fait que je prends tout. Aucune expertise, mais juste de l'expérience. De mon côté. Là. Un petit café je t'échange ça contre un petit café chez Henri. Là. Faisons ça. Puis sinon, sur LinkedIn puis sur Facebook pour voir la profondeur de tes puns. Facebook, c'est juste des jokes. Je me suis tanné d'avoir un feed qui me fournissait juste des nouvelles déprimantes américaines. Fait que je me suis abonné compulsivement il y a 5 ans à tout ce que je trouvais de jeux de mots. Fait que quand je rouvre Facebook, maintenant, je n'ai que des jokes puis des jeux de mots. Puis les meilleurs, j'y reposte. Fait que là, j'ai maintenant des gens qui m'écrivent en privé en me disant « Hey, celle-là est bonne, poste-la. » Ouais. Fait que là, j'ai un funnel de jokes, ce qui est excellent. Puis je l'apprécie, là, juste que tu le saches. Je l'apprécie. Là. J'ai même des députés qui m'ont dit « Hey, keep going, c'est bon. » Et puis... sinon, vous me trouvez LinkedIn, un peu plus évidemment corpo, où je vais vous donner des nouvelles un peu de ce que je fais. Sinon, beaucoup des initiatives du regroupement des gestionnaires de risques et d'assurance du Québec, où aussi je suis membre du conseil, qui a justement un événement cette semaine. C'est ça. Pas mal ça. Très cool. Simon je suis pas sur TikTok. Non. Je cherche pas sur TikTok. Je fais pas de danse. Pour l'instant. Non, ce qui est pas il y a 5 ans. Maybe. C'est bon. Tellement. Je t'apprécie, Emmanuel, merci d'avoir fait ça. Merci, Bernard. De belle fun. J'espère que tu ne cherchais pas un fil directeur là-dedans. C'est all over the place. C'est cool.